Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Les autres épisodes de Limitless Project t'ont appris comment libérer ton potentiel. Celui-ci te dit pourquoi le faire. Danseur, acteur, cascadeur, artiste et j'en passe, Steve Gentis utilise le mouvement comme vecteur d'expression de l'âme. Et l'âme, c'est précisément le cœur battant de cette discussion métaphysique où l'on va parler du sens de la vie, de la connexion avec l'univers, de l'amour, du minimalisme et du véganisme. Mais nous évoquerons aussi les états de conscience modifiés, notamment induits par la consommation de champignons, en tant que voie spirituelle d'élévation de l'âme. Et si ces substances pouvaient ouvrir de nouvelles voies neurales et participer à rendre notre expérience de vie encore plus intense pour le restant de nos jours. Un moment d'une rare puissance qui, à l'image d'un chemin initiatique, invite chacun à réfléchir sur son rapport à soi, au monde et aux voies d'épanouissement de notre merveilleux potentiel humain. Salut Steve. Salut. Écoute, comme je te le disais un petit peu avant ce podcast, j'ai l'habitude de faire des enregistrements assez cartésiens, assez factuels. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette ? Comment développer tes capacités physiques ? Comment exploiter ton potentiel humain ? Comment aller explorer ce potentiel humain ? Et avec toi, j'ai envie d'aller découvrir un petit peu toute cette interconnexion, comment est-ce que le corps et le mental sont liés, comment le corps peut être aussi une forme d'expression artistique, quelle est la philosophie qui guide nos mouvements, nos pas, et quel est le sens qu'on donne à nos vies. Donc on va parler de ta philosophie, de minimalisme, de véganisme, des états de conscience modifiés, que je trouve aussi très intéressant comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Déjà, David, merci de me donner cet espace d'expression et cette possibilité d'échanger avec toi et de partager. Me présenter. Alors, je m'appelle Steve Gentis. J'ai un parcours, si je devais prendre un fil conducteur, qui a été celui du corps et qui m'a permis de cheminer, en tout cas jusqu'à maintenant, tel un véhicule, hein, clairement, ce véhicule de l'âme, ce véhicule de l'esprit merveilleux qu'est le corps. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis très jeune au sport, en l'occurrence dans les arts martiaux, et ça a été donc ce chemin de pratique sportive, martiale principalement, et j'en suis arrivé donc à en faire, je dirais pas un métier parce que c'est pas un métier pour moi, c'est vraiment une voie d'expression, une voie d'édification, et aujourd'hui j'embrasse cette pluralité, cette capacité à passer d'un domaine à l'autre. Je ne me considère pas du tout comme un expert dans un domaine particulier, mais peut-être la force, la capacité à rallier la pratique de certains arts martiaux, la danse qui est venue entre-temps prendre beaucoup d'espace dans ce que je fais, dans ce que j'aime explorer, le fait d'entraîner, donc de m'occuper du corps des autres, et puis l'expression artistique via le corps. Encore une fois, on boucle un peu ce cycle avec la danse, le travail avec le cinéma de cascade, et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que plus je vais creuser dans la physicalité, plus c'est l'esprit qui s'impose comme étant le facteur principal de ce qui me guide, quoi. Le corps et l'esprit au sens unité indissociable, mais que le corps, encore une fois, a sa propre intelligence et sa force propre, mais que c'est vraiment, à mon sens, encore une fois, hein, tout ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui, c'est juste un point de vue personnel, hein. J'ai aucune prétention de détenir une quelconque forme de vérité, mais que ce que je ressens, c'est qu'on est venu ici s'incarner et
et que le chemin est de s'élever le plus possible, de se réaliser, de se transcender avant de repartir, et que c'est le corps qui nous contient et qui a cette pile un peu éphémère. Je commence à m'étendre, mais voilà, c'était pour avoir ce résumé de ce qui m'anime et de mon parcours qui est très basé par le corps, et je dirais que j'enchaîne et je poursuis une forme d'expérimentation. La vie pour moi, c'est vraiment une forme d'expérimentation merveilleuse, permanente, où je tâche de m'élever, de m'augmenter et d'avoir des interactions les plus qualitatives et joyeuses possibles avec les autres. C'est génial, je pense que tout le monde rêve de ça. Justement, tu vois, je pense qu'on a souvent tendance à dissocier le sport du mental, à voir le sport comme une activité qu'on fait, comme le fait d'aller travailler, etc. Toi, à l'inverse, j'ai l'impression que le sport, ou même plutôt le mouvement, est une expression, un reflet de ton âme, comme si il était un et indivisible, comme si ton corps, ton âme, le sport, tout ça n'était qu'une seule et même chose, qu'une seule façon de vivre, de traverser tes journées, de traverser la vie. Clairement, je suis assez féru de philosophie, parce que l'amour de la sagesse est un amour que je partage. En tout cas, je tâche de me rendre plus sage aussi par les études de philosophie. Et il y a dans certaines doctrines, le corps est vraiment laissé de côté pour laisser la sagesse ou l'âme se réaliser ou être en expansion. Moi, je pense à l'inverse, que le corps est clairement un vecteur indissociable de l'expansion de conscience de l'esprit. Ainsi, le corps et l'esprit ne forment qu'un, et la pratique sportive, en tout cas la pratique du mouvement, d'ailleurs on le voit depuis ce qu'on peut observer chez les enfants en bas âge, c'est-à-dire qu'un enfant qui va bouger plus, qui va s'éveiller via son corps, a directement un éveil au niveau de son intellect qui va être plus rapide et plus important dans beaucoup de cas. Donc il y a vraiment c'est indissociable cette composante interaction physique avec le monde qui nous entoure, et augmentation de nos facultés de l'esprit, de notre intellect. Il y a vraiment ce rapport de nourriture entre les deux. Je pense que il y a beaucoup de gens qui utilisent peu leur corps et du coup qui sont déconnectés des sensations physiques qu'ils peuvent ressentir. Et c'est pour ça que quand ils vont faire du sport, ils vont voir ça comme un élément distant d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas cette connexion profonde avec leurs sensations physiques, avec leur physicalité. Et plus tu fais de sport, plus justement t'as une conscience corporelle forte. Tu peux fermer les yeux, sentir un petit peu toutes tes articulations, tous tes muscles, savoir comment tu bouges. Et en fait, un simple pas dehors, ou même quand t'es devant ton ordinateur en train de taper devant ton écran, c'est pas du sport clairement, mais tu sens les chaînes musculaires qui sont à l'action. Et c'est là où tu fais plus qu'un avec le corps. Complètement. C'est notre moyen d'interaction avec la vie. Ce sont aussi nos sens, la kinesthésie, le goût, évidemment auditif, visuel, enfin tout ce qui nous apporte de la joie, de l'émotion, hein, qui est vraiment ce qui part du corps, tout ce qui nous apporte de la sensation passe par le corps. Donc inévitablement, je dirais, quand on aime la vie, s'éloigner de son corps, c'est s'éloigner d'une grande partie de la vie et d'une grande partie de l'intensité de l'expérience de vie. Parce qu'être profondément dans son corps, sans forcément être un athlète, c'est aussi être profondément dans la vie. Parce que pour l'instant, on est dans notre corps. Et je crois que quelqu'un qui cultive d'une manière ou d'une autre ce rapport au corps est aussi quelqu'un qui plonge plus intensément dans la vie. Et on le voit avec toute forme d'art d'ailleurs, parce que sans parler forcément du sport, quelqu'un qui va chanter ou qui va peindre a aussi un rapport très sensuel, très sensoriel avec le monde et ses émotions. Des pratiques telles que le yoga qui sont reliées aussi à des pratiques spirituelles. Originalement, il y a quand même les asanas ou un certain nombre de positions et de postures qui amènent justement le corps à un état de conscience modifié pour pouvoir avoir une paix, une forme de connexion au divin un peu plus intense. Et encore une fois, tous ces processus assez ancestraux passent par le corps, par des activations du corps. Et comment est-ce que tu arrives à l'utiliser
comme moyen d'expression artistique? Est-ce que tu rentres dans une espèce de transe, dans un état de flow où tu ressens l'univers, le monde qui t'entoure et tu arrives à exprimer des choses en bougeant? Il y a une forme de transe, une forme de présence. Par exemple, dans la danse, dans les arts martiaux, d'ailleurs, transe en danse. J'aime bien cette idée que lorsque l'on peut plonger dans une improvisation de mouvement, de danse, portée par la musique, il y a à la fois un abandon de soi et un abandon, en tout cas pour avoir plus de liberté dans le mouvement, il faut absolument abandonner le regard qu'on peut avoir sur soi-même, de jugement permanent que l'on a tous, plus ou moins. Mais donc c'est une forme de libération, de liberté. Je dirais qu'il y a aussi que ça soit encore une fois dans la danse ou dans les arts martiaux ou dans d'autres sports, il y a une zone où on est pleinement présent, mais pleinement présent au sens où si on est en train de penser à autre chose, je pense à un gymnaste qui s'élance, un acrobate, un sprinter, de toute façon l'action, la performance ne sera pas au rendez-vous. Donc le fait de plonger pleinement dans l'instant via une pratique engagée du corps et quelque chose qui nous met dans un état de conscience accrue. Et je pense qu'on peut en retirer des bribes de sensations applicables à notre vie de tous les jours, de cet état de présence. Et quand tu fais des cascades pour des films, je suppose que certaines sont potentiellement dangereuses pour ton corps. Est-ce que malgré tout, dans ces moments-là, t'as l'impression de le respecter? Alors, encore une fois, c'est je pense que je sors un peu des sentiers battus dans le sens où je suis pas un cascadeur pur, pas un danseur pur, pas un combattant professionnel, mais le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, pour moi, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire que plonger dans une cascade, c'est aussi s'abandonner, c'est arrêter de se juger, c'est arrêter de se regarder, et c'est se lancer, c'est oser, c'est être, et ça se matérialise par le fait de faire quelque chose entre guillemets de dangereux. Mais il y a une forme de lâcher prise parce que je me lance, et comme je me lance sans hésiter, je vais transcender le danger. Alors que quelque part, le danger serait beaucoup plus présent ou apte à se réaliser si je doutais. Donc c'est vraiment toujours atteindre cette zone dont on parlait où à un moment je lâche prise et je me lance. Et les cascades pour ça sont assez merveilleuses parce qu'il y a clairement un rapport à la peur, à l'appréhension qu'il faut déstructurer, affronter en permanence, tout en étant conscient. Et comment est-ce que tu as appris ce lâcher prise pour être, justement? Je dirais que je l'étudie. Je l'ai pas appris, j'aurais vraiment pas j'oserais pas dire ça, mais en tout cas, je tends à m'en rapprocher en l'étudiant, justement par ces différents vecteurs, que ça soit corporel, artistique ou même avec la pratique de la méditation. J'aime tellement la vie en fait. J'aime tellement la vie avec cette conscience évidemment d'un éphémère total quoi. On est là et le lendemain, ça y est, on est sorti de cette dimension. Donc sans attente, je voudrais pouvoir embrasser cette vie la plus intensément possible et ça passerait par un état de lâcher prise pour pouvoir être encore plus au contact de toutes ces vibrations, tout ce qui nous entoure. Ouais, du coup, tu considères le fait qu'on soit tout petit perdu dans l'univers et que à l'échelle de l'univers, justement, notre durée de vie est vraiment infime et en réalité, ce qu'on fait au cours de notre vie n'est rien de plus qu'un battement d'aile d'un papillon. Et du coup, dans ce contexte-là, tu te dis que tu vas essayer d'avoir, toi, la meilleure expérience de vie possible, donner le meilleur de ton corps, de ton esprit, pour que toi, ton expérience soit la meilleure possible? Ou bien est-ce qu'il y a aussi une volonté de laisser une trace derrière toi, fût-elle seulement pour les quelques humains qui pourront te connaître? Alors, il n'y a pas de volonté de laisser de traces, puisque à mon sens, même les plus grands hommes à l'échelle de l'univers ne laisseront pas vraiment de traces. Non, c'est clair. Mais il y a clairement une volonté d'embrasser et de jouir pleinement de ce que je considère être une chance infinie de vivre et d'être incarné dans un corps humain, parce que c'est quand même des possibilités multiples en tant qu'être et ce qu'on peut faire dans
faisant partie de cette espèce. Mais le constat est aussi de se dire qu'on est une espèce qui sous bien des aspects a besoin de s'améliorer, a besoin de s'élever, de s'éduquer, d'être beaucoup plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Donc je dirais que plus ce qui m'anime, c'est de tâcher de m'élever, de m'améliorer le plus possible en tant qu'être pour aller dans le flux de ce qui me semble être la volonté de l'univers, au sens aller le plus possible dans quelque chose de positif, quelque chose qui laisse le moins de traces possible, justement, et qui fait circuler l'énergie. Pour moi, voilà, je suis aussi un vecteur et je veux faire circuler l'énergie de manière positive dans mes interactions, dans ce que je vais pouvoir réaliser, en tâchant de le faire du mieux possible, en libérant pleinement mon potentiel avant de repartir. Ok, faire partie de la chaîne. Tu vas être la quintessence du potentiel humain. En tout cas, de ton potentiel à toi. De cette alliance de ce corps et de cet esprit. Parce que j'aurais pu arriver dans un autre corps avec un autre esprit. Mais je vais essayer de réaliser pleinement ce potentiel, cette incarnation. Oui. C'est mon intention. T'aurais pas envie de te dire que t'as sous-exploité tes capacités physiques ou intellectuelles et que t'es passé à côté de ce que tu aurais pu faire en tant qu'être? Ouais, et au-delà de ça, c'est plus qu'une envie, c'est une forme de nécessité forte. C'est quelque chose qui, depuis tout petit, cette voix, je pense qu'on a tous, qui met vraiment cet accent sur il faut aller plus loin, il faut plonger, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à réaliser. Et cette force-là, elle m'anime vraiment chaque jour. C'est la foi, je dirais, mais pas une foi dogmatique ou religieuse. C'est tu es là pour quelque chose dans ce grand mystère de l'univers infiniment merveilleux et qui nous dépasse et nous dépassera toujours. Il y a une raison d'être. Et à mon sens, cette raison d'être, c'est d'être le mieux possible. Et est-ce que tu penses pas que, d'une certaine façon, cette volonté d'aller toujours plus loin, de se transcender toujours plus, d'explorer plus loin possible son potentiel, vient pas un petit peu en opposition avec la volonté de lâcher prise? Totalement. C'est un peu le funambule qui marche sur son fil entre yin et yang. Et je crois d'ailleurs que ces deux oppositions, ces deux paradoxes créent une force qui permet de faire une force motrice pour les êtres. On a tous cette dualité entre ce dont on parlait, c'est un peu plus une volonté de force de ma part, d'expression d'une forme de force au sens énergie qui doit se libérer ou être ou peu importe. Et le sentiment de lâcher prise où en fait il y a aucune force, c'est d'être dans le flow, dans le courant de la vie et justement de se laisser amener par cette grande force qui nous met tous en mouvement. Donc oui, je pense que c'est un équilibre entre les deux. Mais comme devrait y avoir certainement un équilibre entre l'énergie féminine et masculine en chacun des êtres, qu'ils soient hommes ou femmes, un équilibre entre la force et la vulnérabilité, un équilibre entre utiliser beaucoup, par exemple, son mental pour apprendre des choses et se cultiver, et utiliser son côté animal pour aller se rouler dans l'herbe et jouer comme des enfants. Donc je dirais que cette dualité, elle est inhérente à notre condition. Et en avoir conscience, c'est aussi pouvoir avancer dans un centre, dans une forme de voie du milieu. Et t'essaies dans tes journées justement de prendre en compte ce besoin d'équilibre, d'harmonie entre le yin et le yang, avec des activités qui sont peut-être plutôt feu, plutôt énervé, etc. Puis d'autres peut-être plutôt calmes où tu vas être dans la méditation, dans le dessin. T'essaies de garder cet équilibre-là à longueur de journée? Ouais, clairement, ouais. Clairement. Donc j'ai choisi ce mode de vie un peu marginal, hein, c'est vrai. Je vais pas au bureau, je n'ai pas de patron, j'ai vraiment une liberté, mais pour moi, le cœur du travail, c'est justement de pouvoir trouver les yin, les yang, pouvoir travailler, par exemple, je sais pas, en début de journée, la méditation et être au calme, la respiration, et puis après aller boxer, être dans une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus forte, jouer sur la confrontation, l'effort physique. Pourquoi pas plus tard dans la journée revenir sur de la danse avec une énergie un peu plus de créativité, de lâcher prise, de yin. Et puis voilà, c'est s'exprimer. Par exemple, il y a un projet artistique qui vient, ça va être une certaine énergie. Et puis peut-être qu'après, avec beaucoup d'effervescence, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expressions, beaucoup d'adrénaline, etc. Peut-être que les jours qui vont venir après, je vais m'arranger pour aller seul dans la nature, en silence. Donc c'est cette recherche d'équilibre entre les deux
et permanente, et en même temps elle est fantastique parce que j'essaye de pas non plus trop planifier. Je dirais que naturellement, à force d'embrasser cette compréhension en tout cas de ma manière de fonctionner entre ces deux énergies, eh ben je me laisse porter, je sens quand j'ai besoin d'être dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du silence et de la vacuité, et quand j'ai envie d'être au cœur de Paris, et là j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de créer, j'ai envie de partager, d'avoir des projets en commun, etc. T'as toujours eu cette connexion profonde avec tes sensations. Tu t'as toujours ressenti aussi fortement ce dont tu avais besoin et cet équilibre, cette harmonie, ou c'est une philosophie qui s'est imposée à toi au fur et à mesure du temps, de tes expériences, de tes recherches et de tes lectures? Je dirais, c'est une très bonne question parce que je dirais qu'elle s'est imposée comme évidente, et plus je pousse cette porte et je plonge dans cette voie-là, plus je sens un peu dans mon ordinateur de bord qui est mon cœur que c'est la voie juste, que je suis sur ma trajectoire en tout cas. Et plus tôt dans ma jeunesse, quand je n'avais pas cette compréhension-là, en fait, je me sentais toujours un peu à côté, quoi, à côté de la plaque, un peu bizarre, un peu du mal à connecter avec les autres, un peu étrange. En fait, j'essayais de rentrer dans des cases et de me formater un peu dans ce que j'observais au niveau comportemental autour de moi, ou de la manière d'être pour les mecs de mon âge, ou la manière d'être pour les je sais pas, les sportifs avec qui je m'entraînais dans la boxe. Mais en fait, j'étais toujours dans quelque chose où j'étais à côté, parce que j'essayais de rentrer dans des cases et de me formater, mais ça allait pas. Donc il y avait une forme un peu de mal-être, d'inconfort. Et justement, le moment où j'ai choisi de plonger pleinement dans ce que je semblais être et devoir suivre comme chemin, et ben tout s'est fluidifié, et je dirais que ce n'est qu'une énergie croissante maintenant. Il y a un livre qui s'appelle La vie parfaite n'existe pas. Je crois qu'il a été écrit par un sociologue qui a compilé plusieurs études et qui montre l'impact sociétal sur nos comportements, et qui tend à dire que si on veut se conformer à ce que la société veut qu'on soit, ou en tout cas à l'image qu'on s'en fait, eh ben on peut être que malheureux. Et donc par exemple, tu vois, un exemple tout con, c'est est-ce qu'une maison de 200 mètres carrés te conviendrait? Eh ben oui, sauf si mon voisin il en a une de 400 mètres carrés. Ouais. Pareil avec l'amour. Est-ce que telle fille elle pourrait me convenir si elle me plaît, etc. Ben si c'est pas un top modèle, vis-à-vis de l'image sociale que je renvoie, ça va me poser un problème. Alors que pour autant, peut-être que moi, au fond de moi, mes sensations, mon ressenti, mes discussions avec elle, etc. Eh ben, j'aurais beaucoup de joie, je serais très heureux. Et on a beaucoup de mal, c'est difficile dans notre société, je trouve, de se détacher. Tu vois, par exemple, moi je suis pas un fou de voiture, mais j'ai toujours bien aimé les Porsche 911, parce que je les ai toujours trouvées très très belles. Est-ce que c'est une volonté de me venger contre mon passé, tu vois, je venais pas spécialement d'une famille riche, etc. Peut-être qu'il y a certains moments dans mon enfance où j'ai eu l'impression de manquer d'argent, tu vois. Est-ce que j'ai envie de me venger de mon passé en ayant un signe extérieur de richesse qui me plaît, ou est-ce que du coup après 15 jours ou un mois après l'avoir acheté, je me rendrais compte qu'en fait elle me rend pas plus heureux, et que moi ce que j'adore c'est être dans la nature en randonnée, ou bien est-ce que c'est un plaisir vrai et sincère, un besoin vrai et sincère, une envie vraie et sincère. Et je trouve que c'est pas facile de faire le distinguo entre nos sensations, nos envies réelles et profondes, mon moi, et l'image que je me suis fait de ce que je devais être. Complètement. Et c'est très intéressant, encore une fois, ce que tu viens d'évoquer là, parce que ça m'évoque encore une fois un peu cette voie du milieu, pour reprendre un peu une notion taoïste, mais j'aime bien parce qu'il y a cette idée yin-yang, équilibre. Je dirais que tu parlais d'une Porsche 911. Bon. Est-ce que acquérir ce type d'objet est forcément quelque chose qui nuit à une réalisation de ce que l'on est? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière, au sens où ces objets matériels, ces choses matérielles font partie de la vie et de la dimension dans laquelle on évolue. Donc je crois que si on le fait en conscience, on le fait dans la conscience que ce sont des objets ou des matériels ou des situations ou des choses qui peuvent nous apporter une forme de joie, mais comme un jeu presque. Le côté enfant peut-être qui s'exprime. Y a encore là une forme d'équilibre entre
aller vers l'acquisition de ce qui nous fait envie et de ce qui peut nous faire rêver, et en même temps une forme de grand détachement de toutes ces choses. Et il y a forcément un équilibre à trouver, parce que aller peut-être dans le côté asset, hyper en renoncement de tout, ermite, sans aucun objet matériel. Moi, personnellement, c'est un archétype, c'est ces types de personnes qui me fascinent et qui m'inspirent beaucoup. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir un pied entre les deux avec beaucoup de fluidité. Avoir le détachement de tout ce qui peut devenir une forme d'addiction ou une forme d'identification, au sens où si j'ai la Porsche 911, la top modèle, la super start-up et les millions sur le compte en banque, j'ai réussi, non, pas forcément, mais si ça me fait kiffer, entre guillemets, c'est génial. Mais en même temps, j'ai le grand détachement de savoir que tout ça n'est que de la matière, n'est que du matériel, et une profondeur d'esprit qui me permet d'être en extase devant une coccinelle qui vient se poser sur une fleur et de marcher pendant 3 semaines pieds nus dans la nature. Encore une fois, c'est que des exemples un peu absurdes, mais c'est juste pour dire que à mon sens, il y a vraiment un équilibre entre les deux, et que toute forme d'extrême est préjudiciable. L'adaptabilité. Ouais, qu'il y a vraiment un équilibre entre toutes ces choses, parce que ces choses-là font partie de la vie, comme la quête spirituelle en fait partie aussi, et depuis des périodes très ancestrales. Pour autant, toi, tu as une forme d'extrémisme, ne serait-ce que par rapport à ton rapport aux choses et aux objets. Tu me disais avant le podcast que tu vivais dans ton dojo, que tu aimais ne rien posséder, donc tu avais quasiment rien parce que ça te permettait de te sentir libre. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu justement de ce courant de pensée qu'est le minimalisme, ta façon de l'appréhender, pourquoi tu as fait ces choix-là ? Eh bien, exactement par rapport à ce que l'on a évoqué juste avant. Parce que le confort et l'abondance matérielle, je pense comme tout un chacun, c'est quelque chose de très agréable que j'aime expérimenter, être dans des beaux lieux, des beaux endroits, avoir la possibilité de me nourrir avec abondance, et de voyager, etc., etc. Mais en même temps, j'ai pas envie de me charger, pas envie de m'alourdir de superflu. J'essaye de polluer aussi le moins possible dans ce que j'utilise au sens large, dans le nombre d'objets que je vais posséder, et que donc un jour je vais devoir jeter. Donc le minimalisme, ça part aussi de cette idée déjà d'un respect, d'une cohérence avec notre environnement, parce qu'il y a un nombre d'objets sur Terre créés, transformés par l'homme, qui nous dépasse complètement. Donc juste de faire ma petite part du gâteau humblement, en tâchant de ne pas créer plus de matière qu'il y en a, de pas en consommer plus que ce dont j'ai besoin. Et puis aussi ce côté qui rejoint peut-être le prolongement de la méditation, dans le sens où il y a la vacuité. Pour moi, le fait de ne pas posséder beaucoup, c'est un peu le prolongement de ce que je vise dans mon esprit, c'est-à-dire une forme de vacuité, pour pouvoir laisser cet espace en fait, pour pouvoir me laisser remplir d'une joie, d'une contemplation, d'un moment simple. Et le fait d'avoir beaucoup d'objets, beaucoup de choses matérielles autour, c'est se compliquer l'esprit quelque part, c'est avoir beaucoup de choses à gérer. Et même dans mon fonctionnement de vie, de carrière, je ne suis pas du tout attiré, par exemple, pour monter un business ou quelque chose où il y aurait beaucoup de choses et de personnes à gérer. Et je respecte profondément ceux qui ont la capacité de le faire, mais pour moi, c'est cette forme de dépouillement est cohérente par rapport à ce que je recherche, à la trajectoire qui m'anime. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, quand on achète une maison, tu vois, je pense que la propriété est l'un des plus grands rêves sociaux français. Et pour autant, tu te rends compte que c'est énormément de contraintes. Déjà, t'es un peu esclave de ton crédit à rembourser. Et en plus de ça, ta baraque, tous les week-ends, tu vas devoir la ranger, la nettoyer, réparer les 2-3 trucs qui vont péter, etc. T'as tout le temps des trucs à faire dedans. Et donc c'est clair que c'est un investissement bien au-delà du prix de l'objet. Et en tout cas, je trouve que cette philosophie du minimalisme est très intéressante. Et je me demande, dans ce contexte-là, quelle place est-ce que tu peux laisser à l'amour ? Parce que quelque part, tu vois, s'attacher à quelqu'un, c'est une forme aussi d'immobilisme, c'est une liberté en moi. Et je parle pas seulement de la liberté de ne plus pouvoir voir d'autres femmes, mais plutôt celle
bah voilà, c'est déjà beaucoup plus difficile d'être nomade, etc. Elle aura peut-être un travail, tu vas devoir rester sur place. Elle voudra peut-être construire un foyer, donc avoir un endroit fixe, une maison, acheter une maison, donc posséder. Tu vois, comment est-ce que tu arrives à conjuguer cette vision avec une femme ou un homme d'ailleurs Alors, l'amour, c'est un grand sujet. Je dirais même que c'est le sujet de la vie. En tout cas, amour au sens large dans les relations, bah c'est ce à quoi je tâche d'accorder le plus d'importance et de temps de conscience et de chérir chaque forme d'amour, hein, que ce soit dans l'amitié ou avec une femme en l'occurrence. Alors, je dirais que on est tous différents, on est tous à des endroits différents. Évidemment, on aspire tous à des choses différentes. Il y a forcément une certaine partie des êtres humains qui sont formatés et qui peut-être ne sont pas, et certainement à l'endroit de ce qui leur apportait le plus de joie et d'épanouissement. En revanche, je crois beaucoup aussi à l'aspect vibratoire, car tout est vibration. Et la vibration, considérant que nous sommes aussi vibration, la vibration que l'on émane nous amène à rentrer en contact avec des êtres qui ont des vibrations similaires. Et faisant pleinement conscience à on peut dire à cette loi un peu métaphysique, les femmes, les rencontres, ou même les amis, on se retrouve à des fréquences similaires. Et ce que je peux observer dans mon expérience, bien que j'ai eu mon lot de relations toxiques, ego du sauveur pour ma part, voire rapport violent entre guillemets, mais même dans l'aspect psychologique, j'ai expérimenté aussi ça avec un ego très fort, ego au sens qui s'attachait à des croyances, à des projections sur l'autre, et finalement c'était pas de l'amour vrai, c'était plus de l'attachement charnel, psychologique. Il y avait le sentiment amoureux, mais je pourrais pas parler avec le recul d'amour véritable. Et désormais, ce en quoi je fais confiance, c'est cet amour véritable, au sens où il y a cette alchimie qui se crée, ces taux vibratoires similaires, et ceux qui nous animent se retrouvent animés de manière similaire la personne que l'on rencontre. Et de là peut naître un amour véritable où les deux vont dans une direction commune, et qui peut prendre justement pour être plus terre à terre, mais tout simplement la situation de pourquoi pas avoir une vie nomade. C'est même pas incompatible avec une vie de famille. Non, avoir des enfants, les emmener voir le monde, être un peu hippie, les emmener dans plein de pays, dans plein de cultures, et la femme et l'homme, ils trouvent tous les deux leur expansion d'être, chacun de manière indépendante, mais ensemble, sans être en fusion. En fait, chacun grandit, mais côte à côte, ils partagent cette joie et cet amour véritable, sans limite en fait. Ça résonne particulièrement bien dans ma tête ce que tu dis, parce que je rêve d'aller faire un tour du monde en van avec ma femme et mes enfants. Pour l'instant, j'ai qu'une petite fille de 6 mois, mais prochainement. Et je pense que tu as tout à fait raison sur le fait que quand tu partages beaucoup de temps avec quelqu'un, bon, évidemment déjà, si tu l'as choisi, c'est qu'il doit y avoir des vibrations qui s'accordent bien. Mais le fait de passer beaucoup de temps avec cette personne fait que ces vibrations vont s'amplifier et tu vas avoir tendance à tendre de plus en plus vers la même voie, tu vois. Il y a une espèce de pensée unique, même s'il peut toujours y avoir du débat, de la discussion, etc. C'est ça qui rend la richesse. Mais il y a une sorte d'unification qui se crée au fur et à mesure que la relation dure, je trouve. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je crois que ça, c'est peut-être quelque chose de très masculin, mais personnellement, il y avait comme cet instinct d'avoir jamais été animé par le fait de enchaîner les conquêtes. Il faut que je voie un maximum de filles, il faut que j'ai des rapports charnels avec un maximum de filles, parce que il y avait, je sais pas, ça n'a jamais résonné en moi, dans le sens où la sexualité, c'est quelque chose de sacré, l'union des corps et des âmes, on ouvre des portes énergétiques très fortes, très profondes. Et partant aussi de ce constat, de cette conscience, lorsqu'on va se rapprocher d'une autre personne, c'est forcément pour tâcher de donner le meilleur de soi à l'autre, dès le début, je dirais. Et tout ça pour dire que il y a cette, comme tu disais, c'est un peu cette voie de pensée unique, dans le sens où quand les deux sont en harmonie, quand on n'est pas là pour consommer l'autre, ou qu'on n'est pas là
pour quelque chose de trop personnel, en fait, eh ben, on s'élève mutuellement. Et je dirais que c'est ça aussi l'amour. C'est une relation entre deux êtres qui se font grandir sous beaucoup d'aspects. Sous tous les aspects, même. L'amour véritable. Non, clairement. Et pour le coup, il n'y en a pas 50. Enfin, dans une vie en général, on n'a pas forcément énormément de personnes avec qui on partage là, mais c'est peut-être peu, mais mieux. Et beaucoup plus profond. D'ailleurs, à cet égard-là, l'amitié remplit aussi ce rôle complètement. De s'élever, c'est de l'amour. De progresser, ouais, c'est de l'amour. Clairement. Il n'y a pas l'aspect charnel. En tout cas, il peut y avoir l'aspect physique dans le sens où, par exemple, on peut avoir des très bons amis. Je vois dans les arts martiaux, il y a une lutte. Donc, il y a un rapprochement physique, mais pas au sens de la sexualité. Mais en tout cas, on s'élève aussi parce qu'on partage au niveau corporel. Mon partenaire va me faire lutter, va me donner une opposition, et grâce à son corps et à son opposition, il va me mettre face à des problématiques que je vais devoir transcender. Donc c'est intéressant de voir que, encore pour en revenir au corps, hein, il y a aussi la rencontre des autres corps nous fait grandir, et pas que dans la sexualité. Très intéressant. Et quand tu parlais du minimalisme, tu disais que tu avais envie de ne pas consommer plus que nécessaire, qu'il y avait déjà assez d'objets sur Terre, etc. Je pense que ça répond à un respect de la nature plus large, plus profond, qui fait écho de toute façon à ton rapport au corps. Je pense que quand tu respectes ton corps, c'est difficile de pas respecter aussi la nature dans laquelle il vit. Et donc tu m'as dit que t'étais végane. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce choix et comment tu vis avec ? Nous sommes la nature, nous sommes part de la nature, nous sommes une des espèces de mère nature, de l'univers. Et souvent, on s'en dissocie, on dit bon, il y a l'homme et la nature. Et c'est vrai que l'homme, après, dans son intellect et sa pensée propre, a commencé à vouloir dompter la nature, à l'utiliser, à la formater. Et ce qui vibre depuis jeune, ayant eu la grande chance d'avoir des parents très très conscients et très proches de la nature, une éducation dans le jardin, à courir pieds nus, à apprendre les noms des plantes, des arbres, à aller chercher les légumes avec ma grand-mère, ma mère qui est végétarienne. Mon père, lui, c'était plus la macrobiotique, et aussi avec un certain, enfin, un rapport aux arts martiaux. Mais du coup, j'ai vraiment eu cette chance de grandir au contact de la nature, donc d'apprendre à l'aimer, à la respecter, à la contempler, et à me sentir à ma place, dans le sens où oui, c'est vraiment, pour moi, c'est la mère, quoi. On vient de cette nature, elle nous nourrit chaque jour, elle nous permet d'avoir de la matière pour nos abris, pour nos objets, pour tout. Je ne peux que me mettre en harmonie et tâcher d'être le plus bienveillant à son égard, que ça soit végétal ou animal. Donc, pour faire le pont avec le véganisme, c'est quelque chose que j'embrasse par amour et par respect de ces âmes sœurs et frères que sont les animaux. Dans le sens où je dis pas que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Je dirais plutôt que l'homme a la capacité, dans son libre arbitre ou dans son intellect, de décider de manger ou non des animaux. Et avec quelques recherches et quelques connaissances, on peut très bien être très équilibré en termes d'alimentation sans consommer d'animaux. Et voilà, encore une fois, aimant profondément la vie et les formes de vie qui m'entourent, je me sens d'autant plus en unité et en connexion avec les animaux du fait de ne pas les consommer. Je préfère les caresser, les contempler. Pour moi, parce que un chien qui est merveilleux dans son amour inconditionnel, dans sa manière de nous regarder, d'être avec nous, bah pourquoi on mangerait une vache qui est aussi tellement pure et intensément paisible, et quelque part elle est tellement plus parfaite dans son sens où elle est là et elle est complètement en harmonie avec ce qui l'entoure. J'ai tout sauf envie de la manger, quoi. Elle est là, elle fait sa vie, et je respecte cette forme de vie infiniment. Je tâche. D'autant plus que nos sentiments vis-à-vis des animaux est assez injuste eu égard à leur aspect physique. Ouais. Plus il est mignon, plus on trouve ça triste de le tuer, de le manger. Par contre, s'il est pas très beau, ça pose pas de problème. C'est exactement ça. Et encore une fois, bon, il y a des formes. Je pense qu'il y a toute forme d'extrême. Il y a une religion qui est très belle, je me rappelle plus, ou une pratique spirituelle.
Il y en a énormément en Inde. Et il y a une des religions, je ne me rappelle plus le nom exact de cette doctrine, mais ils font même attention au moindre insecte. Le moindre insecte, ils regardent dans leurs habits s'il n'y a pas une petite fourmi qui est coincée entre deux plis pour les enlever. C'est merveilleux. Honnêtement, j'en suis pas là. Mais j'essaye au maximum de pas marcher sur les fourmis parce que c'est des formes de vie. Et pourquoi on écraserait moins une fourmi qu'une vache ou, enfin, je veux dire, c'est aussi des formes de vie qui sont là. Et de quel droit est-ce qu'on pourrait leur ôter la vie, en fait? Alors oui, des accidents, ça arrive, on marche sur des insectes, des escargots, c'est triste. Mais quand on a le choix, en notre âme et conscience, de ne pas ôter la vie d'un autre être, bah, pourquoi ne pas le faire? Ou en tout cas de pas nourrir un système qui, là c'est aux yeux de tout le monde, il y a quand même énormément de maltraitance et une surexploitation démentielle avec les élevages animaliers. Peut-être qu'on n'aurait pas ce discours de véganisme si on en était encore même si moi je le ferais pas parce que je trouve ça cruel d'aller chasser, mais peut-être que si on prenait encore nos arcs pour aller chasser l'animal que l'on allait consommer et rendre grâce dans une forme de cérémonie comme les Indiens en Amazonie aux animaux que l'on a tués pour après pouvoir les consommer. Peut-être que là, ce discours du véganisme, il serait beaucoup moins légitime. Mais là, c'est complètement fou ce qu'on fait aux animaux. La manière dont on les exploite et c'est même plus de l'objectisation. Ils sont des moins que rien pour ceux qui sont à la tête de ces systèmes-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai peut-être découvert ça tard, peut-être parce que je m'y suis pas assez intéressé assez tôt, ou peut-être parce que l'information circulait pas assez bien à l'époque. Mais j'ai été profondément choqué par la façon dont on élevait, dont on traitait les animaux dans les élevages industriels, etc. Je me suis demandé comment est-ce qu'on avait pu arriver à un niveau de torture tel. Tout en continuant à vivre nos vies comme si de rien n'était, etc. Et je te parle même pas de ceux qui consomment, qui sont quelque part des complices passifs, mais plutôt ceux qui ont été à l'origine de ces innovations. Je mets des guillemets, on les voit pas, mais je le dis du coup, de ces innovations pour produire toujours plus. À quel moment est-ce que l'homme, a pensé à des choses aussi affreuses? Tu vois, par exemple, je pense aux veaux qu'on parque dans des trucs microscopiques pour éviter qu'ils puissent se déplacer, pour pas que leurs muscles se développent et que la peau et la viande soit plus tendre. Mais c'est surréaliste. C'est pareil, les élevages de poules, elles sont toutes entassées. J'ai été en visiter un d'élevage comme ça en Bretagne, parce que ma maman habite en Bretagne. Et voilà, et une agricultrice, elles étaient entassées les unes sur les autres. On avait qui étaient crevées au milieu, ça puait l'ammoniaque, c'était hyper chaud. Enfin, tu te dis, terrible. C'est catastrophique, quoi. Et donc c'est sûr qu'après, t'as envie d'avoir une consommation plus responsable. Et après, concernant la chasse, puisque tu le citais, mon beau-père chasse du gros gibier en montagne à l'approche. Donc parfois il marche pendant une journée ou 2 journées avant de trouver une bête. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'il tue que des animaux âgés. Et la seconde, c'est que il y a des plans de prélèvement qui sont nécessaires pour les isards, les mouflons, etc. Parce que sinon, les troupeaux sont trop nombreux, ils développent des maladies qui tuent tout le troupeau. Et ça, tu vois, lui, il a un vrai amour de la nature. D'ailleurs, ça arrive plein de fois qu'il parte chasser, qu'il voit des animaux et qu'il les tire pas parce qu'il n'était pas âgé, parce que il correspondait pas à la matrice que lui s'était faite. Et du coup, quand il en ramène, il la dépaisse lui-même, etc. Et moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à manger cette viande-là en me disant qu'elle a été heureuse toute sa vie, qu'elle a bien vécu sa vie, etc., que une vache qui a passé sa vie dans un entrepôt et voilà, et qui a jamais vu le jour. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. En tout cas, d'un point de vue en termes de conviction, je te rejoins pas mal sur le véganisme, même si dans les faits, j'essaie d'avoir une consommation raisonnée, c'est-à-dire que je consomme moins de viande, beaucoup moins de viande, peut-être 1 à 2 fois par semaine quand même, mais moins que ce que j'en mangeais avant. C'est une question d'équilibre encore. Et puis j'essaie surtout de faire très attention d'où elles viennent, des filières, d'essayer de manger local avec des petits producteurs locaux où je sais qu'elles ont bien vécu sur les plateaux de l'Aubrac, dans des grandes étendues d'herbe, avec un beau poil, qu'elles étaient entre guillemets heureuses. Enfin voilà, je pense on peut faire des choix raisonnés sur le sujet, même si je trouve que c'est encore difficile. Tu vois, il y a le Nutri-Score pour l'indice de qualité des aliments. Ouais, bien sûr. Et maintenant, j'ai vu le Nutri-Score du bien-être animal, qui va de A à D. D'accord. Et pour l'instant, je l'ai vu que sur des barquettes de poulet bio. J'ai encore vu nulle part, mais je pense que c'est une tendance qui gagnerait à se développer. Heureusement, ça bouge. C'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est pas facile, même quand tu veux faire les bons choix, de les faire, je trouve. C'est ça d'ailleurs qui... Je pense que, encore une fois, le côté vegan, extrémisme, super engagé,
entre guillemets un peu violent dans la manière d'être, c'est pas la solution du tout. Moi, je ressens pas du tout adhérer à une forme d'extrémisme vegan, mais je crois que c'est vraiment une question d'éducation et de conscience, et petit à petit comprendre que l'animal est complètement sensible comme nous, et on doit le respecter. Il y a vraiment une manière d'interagir avec toutes ces espèces, et sans forcément devenir vegan, il y a vraiment cette éducation sur qu'est-ce que je mange, d'où ça provient. Et on parlait tout à l'heure des vibrations, tout est vibration. Évidemment qu'un animal qui a grandi dans une batterie, dans un espèce d'enclos à se piétiner les uns sur les autres, il va déjà, son malheur et sa souffrance va charger la viande de quelque chose, va charger la viande déjà au niveau hormonal, mais au niveau vibratoire de quelque chose de négatif. Et quelqu'un qui va manger cette viande et jour après jour va se charger de toute cette négativité, cette souffrance, et au niveau plus hormonal, physiologique, de stress. Donc déjà, c'est clair que si on arrêtait ces processus ultra industriels à hyper grande échelle d'exploitation animale, et qu'on revenait déjà sur un côté beaucoup plus ancestral, d'élevage, etc., ça réglerait énormément de problèmes. Ça me fait penser à une expérience que j'ai lue, où donc c'était des petits vers, des formes de vers très primitives, et on les exposait à un rayon lumineux et après on les électrocutait. Okay. Bon, c'est pas très sympa, mais attends la suite. Et donc après quelques répétitions, quand le rayon lumineux arrivait, ils se tortillaient avant même qu'ils les électrocutent. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'anticiper. Ils étaient capables d'anticiper le fait qu'ils allaient se faire électrocuter. Oui. Ces vers-là ont été mixés dans un mixeur, et après ils ont fait baigner d'autres vers de la même espèce dans cette mixture de vers morts du coup. Et devine quoi, quand on exposait ces nouveaux vers aux rayons lumineux, alors qu'ils avaient jamais été électrocutés, ils se tortillaient directement dès qu'ils voyaient le rayon lumineux. Comme si leurs congénères morts avaient gardé en eux une forme d'hormone, de souvenir, de mémoire. C'est inexplicable. Enfin, moi, j'ai pas l'explication. C'est de l'ordre de l'éther. C'est incroyable. C'est de l'ordre de l'énergie, clairement. C'est incroyable. As-tu vu cette expérience? Je ne me rappelle plus du nom de ce scientifique japonais avec l'eau. Ça me dit rien. L'eau que tu peux charger d'amour ou de haine. Et après, il y avait une étude sur les molécules d'eau, et clairement, par exemple, il prenait une bouteille d'eau, disait je t'aime, amour, vie, paix, je t'aime, et une autre bouteille, je te déteste, je te hais, mort, haine. Au niveau moléculaire, il y avait une modification totale. D'accord. L'eau haine était morte, entre guillemets, était dans une vibration beaucoup plus basse que l'eau amour. Et ça, c'est n'importe qui peut trouver cette étude sur Internet. Il y a même eu des tirages des molécules d'eau en grand. Ça devient des œuvres absolument magnifiques que la nature fait. Mais clairement, tout est vibration. Et ne serait-ce que charger l'eau d'une intention de haine ou d'une intention d'amour produit quelque chose de totalement différent. C'est incroyable. J'avais vu une expérience similaire avec des plantes où justement, pareil, t'avais un pot avec une plante ou une graine avec qui tu disais plein de mots d'amour, et puis l'autre où tu disais plein de mots de haine, et au final, c'est la graine que tu avais encensée de beaux sentiments avait beaucoup mieux poussé que l'autre qui avait peut-être même jamais germé. Mais c'est assez intéressant. L'amour, hein. Ouais. Et je vais refaire une mini digression pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que t'aimais pas planifier, et par rapport à ce rapport au corps, aux sensations. Moi, tu vois, je suis partagé parce que d'un côté, j'ai beaucoup de routine. J'ai une vie très organisée, très cadrée. Ça me fait énormément de bien parce que dans cette rigueur-là, je trouve beaucoup de liberté. C'est grâce à ça que j'arrive à trouver beaucoup de liberté. Et pour autant, il y a une part de moi qui ressent justement ce besoin de se reconnecter à nos instincts plus primaux, à notre naturalité, à notre côté animal. D'ailleurs, je reconnecte ça à ta vision de la nature où tu disais aujourd'hui, on n'aime plus vraiment la nature, on respecte plus vraiment la nature. Ben, je pense que l'homme, il a essayé de tout faire pour nier son côté animal. Pour dire que l'homme était l'homme, il y a les animaux, il y a les hommes et les plantes. Alors surtout que l'homme est un animal. Surtout l'homme soi-disant civilisé. Exactement. Et si tu regardes la façon dont on vit, c'est un constat que je fais souvent dans ces podcasts parce qu'il me choque. On passe notre vie dans des boîtes.
tu dors dans une maison, le matin tu te réveilles, tu prends ton petit déj chez toi, tu prends ta voiture, t'es dans une boîte, tu passes la journée au bureau, t'es dans une boîte, tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'échoues sur ton canapé devant Netflix, t'es encore dans une boîte. T'as pas été exposé une seule fois à ton milieu naturel. Et pour autant, et du coup, tu vois, on parle des zoos, on met les animaux en cage. C'est peut-être pas très bien, mais en réalité, on a fait exactement la même chose avec nous. On s'est mis nous-mêmes en cage, en dehors de notre propre environnement naturel, et on s'est nous-mêmes déconnectés de tout ça. Et donc, je recadre avec ce que je disais à la base, et donc, je ressens, tu vois, ce besoin d'être justement plus dans le lâcher prise, dans le fait de me connecter à mes sensations les plus profondes et vivre comme ça. Mais pour autant, j'ai déjà testé, tu vois, de me laisser vivre comme ça, et en réalité, ça a plutôt tendance à me frustrer, à m'énerver, parce que je vais réussir à faire beaucoup moins de choses dans ma journée. J'ai l'impression d'avoir un capital de décision qui va être utilisé pour des choses qui sont futiles, alors qu'avec mon cadre, avec mes routines, tout est bien organisé, et je suis serein dans ma tête parce que je sais à quel moment j'ai ça et ça et ça. Je sais que le matin, par exemple, je me lève à 6h, je vais aller promener mon chien, je vais faire mes petites mobilités avec justement le protocole de notre ami Slim. Ensuite, je vais aller promener mon chien, ça va être mon moment justement de réveil, d'éveil du corps, de respiration, de connexion avec la nature. Ensuite, je vais faire mon entraînement de sport, et voilà, jusqu'à 8h du mat, et je vais prendre ma douche froide et je vais aller bosser. Et tu vois, par exemple, avant, je faisais pas mon sport le matin, j'allais travailler, etc. et je le faisais le soir. Et parfois, j'avais plus de travail, du coup, je finissais plus tard et je me stressais parce que je me disais, putain, je vais pas avoir le temps de faire ma séance. Et ma séance, pour moi, elle est hyper importante parce que j'ai trouvé dans le sport un équilibre intellectuel dans ma vie, un rapport incroyable au corps, etc., qui a métamorphosé ma vie, mais à chaque instant, pas seulement pendant la séance, mais pendant tout le reste du temps. Et donc, tout ça pour dire qu'au final, toutes ces routines-là me donnent, de façon paradoxale, une liberté supplémentaire. Bien sûr, non mais tellement. Et je te rejoins complètement. En fait, je me suis peut-être pas assez clairement exprimé tout à l'heure, mais quand je dis que je ne planifie pas ou que je laisse vraiment beaucoup de place à la sensation, à l'instinct, en fait, c'est tellement inhérent pour moi la discipline via le sport pratiqué depuis tout jeune qu'en fait, je me pose même pas la question. Il y a comme une structure qui a un système profondément ancré en moi. L'entraînement, c'est automatique. La manière, le fait d'accorder du temps à s'alimenter et bien s'alimenter et même cuisiner, l'entraînement, la méditation, c'est des choses en fait qui, quand je dis que je planifie pas, c'est qu'elles sont comme se laver les dents ou se laver tout court. Cette hygiène corporelle et cette hygiène de l'esprit, elle est fondamentale, elle est basique. Donc clairement, de cette discipline naît une grande liberté. Et puis après, j'ai des objectifs clairs, des intentions claires, et je fais confiance au processus. Je laisse les choses se réaliser, mais l'intention, elle est très claire vers les choses que je veux voir se matérialiser. Donc c'est encore une fois cet équilibre entre les parties de discipline qui nous permettent justement d'avoir cette force de vie quelque part et d'être en pleine possession de nos moyens, et juste des petits espaces où là c'est la vie et c'est son flow qui va qui va venir remplir ces espaces et nous amener dans la dimension, dans la direction dans laquelle on doit aller. Donc c'est ça, un subtil équilibre entre une fluidité et une discipline d'athlète de haut niveau. Ouais. Donc tu as le côté très discipline et en même temps tu t'aménages entre guillemets des places de temps où tu te laisses la chance d'être surpris par la vie et ce qu'elle peut t'offrir. Ça, c'est vachement intéressant. Clairement. Et moi, je pense que je laisse peut-être pas assez de place justement à ce hasard, tu vois. Comme je te dis, je suis un peu hyperactif. Je vais avoir du mal à me poser dans un canapé et rien faire. Pourtant, j'arrive à méditer. Mais quand je fais de la méditation, j'ai l'impression de faire quelque chose. Donc, c'est différent. Et d'ailleurs, avant ça, j'aimais bien la pêche alors que je détestais tuer. Donc, je relâchais toujours les poissons que je pêchais. Pourtant, j'aime bien en manger, mais je détestais tuer. Et je pense que dans la pêche, justement, même un peu comme le train ou l'avion, c'était une forme de méditation avant que je découvre la méditation. Parce que je ne faisais rien de concret. Et en même temps, j'avais l'impression de faire quelque chose. Mais tu le faisais pleinement. Exactement. J'avais l'impression de faire quelque chose, donc ça m'allait. Et en même temps, je ne faisais rien d'intellectuel, et donc ça me permettait justement de laisser, de penser, etc. Et aujourd'hui, je fais de la méditation plus traditionnelle dans le sens premier du terme, on va dire, où je me sens sur ma respiration, etc. Enfin, j'en fais plein de différentes, mais qui m'apportent vital, un équilibre. C'est vital. Je pense qu'il y a tout un délire entre guillemets autour de la méditation et de ce que c'est, mais c'est tellement
c'est tellement quelque chose qu'on devrait nous apprendre depuis l'enfance, de juste s'asseoir, se concentrer sur sa respiration, tâcher d'observer un peu plus ses pensées, d'observer un moment de distance avec le soi et juste d'être dans une présence et qui n'est pas justement ne rien faire, c'est profondément être. C'est une intensité de présence maximale, la méditation. Mais ce serait un véritable cadeau à faire à nos enfants de leur inculquer la méditation. Surtout aujourd'hui, tout s'accélère. On a la tête dans les téléphones, les ordinateurs à longueur de journée. On a des espèces de trop de synapses, trop d'interactions, en fait. Trop d'interactions avec trop de types d'êtres, trop d'informations. Donc, en équilibre à ce nombre d'informations avec lequel on interagit croissant et exponentiel et aliénant, la méditation c'est même plus de l'ordre du bien-être, c'est limite de l'ordre de la survie aujourd'hui. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par rapport à l'économie de l'attention, à la sursollicitation des notifications partout. Moi, du coup, déjà, j'ai de la chance. Je déteste les réseaux sociaux, donc, mais même pas par conviction, juste parce que tu le sens pas, quoi. Voilà, j'ai jamais trouvé d'intérêt, ça a jamais matché, tu vois, j'ai pas eu à me forcer, ça a jamais matché. Quoi qu'il en soit, du coup, quand je bosse, par contre, tu vois, j'ai tendance à avoir Skype qui est ouvert et qui met une petite pastille rouge quand quelqu'un m'a écrit. Et comme j'ai une start-up, j'ai des salariés, on m'écrit souvent et on parle souvent. Et donc, du coup, j'en avais toujours une. Et donc, ça m'arrivait jamais d'avoir 20 minutes dans le flow à faire ce que je suis en train de faire. Et quand je vois le petit 1, t'as beau essayer de résister et tout, t'as envie de voir ce que c'est, donc tu cliques dessus. Et pareil avec le petit WhatsApp qui est allumé, même si c'est ta mère, ça change rien. À chaque fois, ça va te distraire, ça va capter l'attention de ton cerveau et tu vas devoir soit faire un effort pour résister au fait de cliquer dessus, soit cliquer dessus. Ça devient une addiction. Ça devient une addiction. Clairement. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone, de mon ordinateur. Enfin, mon téléphone, il est comme ça retourné, donc il n'y a pas de problème. De mon ordinateur. Et je me fais des sessions de travail. Alors, avant, j'avais un minuteur Pomodoro. Je me faisais 25 minutes de travail, 2 minutes de pause où j'allais marcher, je faisais quelques étirements, un peu de respiration, etc. Et puis après, je regardais justement Skype, etc. Et puis je repartais pour un cycle de 25 minutes, 2 minutes. Et maintenant, je suis passé sur des cycles un peu plus longs parce que je voyais que 25 minutes, c'était un peu court. Donc, je fais 50 minutes de boulot sur la tâche que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de faire, vraiment en pleine conscience, tu vois. Puis après, 10 minutes où je fais justement un peu plus d'étirements, un peu plus de respiration, où je vais marcher un peu dehors, etc. On revient au yin et au yang. Ouais, exactement. Et ça me fait... laisse tomber depuis que je fais ça. Déjà, et en plus... En réalité, je suis 100 fois plus productif, je suis beaucoup plus concentré, etc. Ça me fait moins fatigué. Ouais. Exactement, moins fatigué. Tu fais bien de le dire parce que c'est hyper taxant nerveusement d'être tout le temps dans l'aller-retour. Une fatigue mentale énorme. Mais oui. Et après, en plus, t'as l'impression à la fin de la journée d'avoir rien fait parce que t'as pas arrêté de répondre à des sollicitations externes, etc. Et t'as pas avancé sur le corps, tu vois, quand je dis le corps, c'est pas le corps CORPS, mais CORE, le truc important pour toi, tu vois, le centre. Et voilà. Et par rapport à la méditation, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu vois, quand tu dis que parfois ça a mauvaise presse parce que ça peut être vu peut-être comme, je sais pas, de la religion, etc. Ou même comme seulement quelque chose de bien-être que tu fais pour des bienfaits hypothétiques, etc. Moi, je pense qu'au début, j'ai plutôt un caractère... J'aime bien travailler. J'aime bien faire des choses pour avoir un résultat. Tu vois, je suis plutôt peut-être un peu compétiteur. Voilà. Et donc, je comprends tout à fait. Ouais. Mais donc du coup, tu vois, je voyais la méditation comme un exercice qu'il fallait que je réussisse. Et en fait, malgré tout, j'y ai quand même trouvé des avantages parce que mine de rien, rien que le fait de se fixer sur ta respiration, ça te calme, ça te fait du bien. Mais c'était quand même pas optimal. Et maintenant, je le vois vraiment plus du tout comme un exercice, mais comme un cadeau que je me fais à moi-même, comme un moment de présence avec moi-même. Et j'arrive à en intégrer, outre les petites séances parfois j'en fais avec de petits bambous par exemple, parce que j'aime bien, parfois tu vois, ils ouvrent ma pensée sur de nouveaux sujets, etc. C'est intéressant. Mais il y a aussi plein de fois où je suis, par exemple, je promène mon chien, il est en train de faire son petit tour, etc. Moi, je m'arrête, je ferme les yeux et je suis sur la conscience corporelle, je suis en train d'essayer de sentir mon corps, etc. Ça me fait du bien. Ou simplement, je suis en train d'attendre, je suis pas du tout patient, mais vraiment pas du tout patient. Je déteste attendre, être tributaire de quelqu'un d'autre. J'ai toujours l'impression de pas avoir assez de temps dans ma vie, etc., qui passe à une vitesse folle. Et donc, je déteste que quelqu'un me fasse attendre. Moi, j'ai de la chance, je suis patron, du coup, on me fait rarement attendre, mais ça arrive quand même. Et donc, du coup, dans ces moments-là, et puis ne serait-ce que parce que, je sais pas, parfois tu prends des transports ou des choses comme ça, t'es confronté de toute façon dans ta vie à des moments d'attente. Et ces moments-là, maintenant, justement, j'en profite pour me poser, fermer les yeux, respirer, etc., et observer mes pensées. C'est vachement intéressant. J'adore la nature, j'adore faire des randonnées, marcher, etc.
Et tu vois, avant, j'étais plutôt dans l'effort physique, même si je regardais le paysage. Maintenant, je prends le temps de m'arrêter et vraiment d'être en conscience, d'admirer la beauté du De monde qui contempler. m'entoure, de sentir l'air qui remplit mes poumons, etc. D'ailleurs, on va en parler après, mais les états de conscience modifiés m'ont aidé aussi à comprendre tout ça. Tu vois, un truc tout bête. D'ailleurs, il y a un petit hack pour ça qui est le cahier de gratitude. Le cahier de gratitude, l'idée, c'est qu'en fin de journée, tu notes 3 choses positives dans ta journée. L'idée, c'est de s'attacher aux choses positives et d'être plus heureux. Ça, c'est le principe. Mais surtout, moi, j'ai essayé un petit peu juste comme ça, par curiosité, parce que je m'intéresse à plein de choses. Et ça m'a pas apporté ça, parce que je suis déjà optimiste de base. Donc, écoute, même quand ça va pas dans ma vie, je vois toujours le positif. J'ai un naturel comme ça. Ça se sent. Ouais. Mais par contre, ça m'a apporté quelque chose d'autre qui était beaucoup plus précieux de mon point de vue, c'est que ça m'a appris à ne plus traverser mes journées à toute vitesse, sans prendre le temps de comprendre ce qui se passait. Ça m'a appris à faire attention à la petite fleur que je croise sur mon chemin pour aller au bureau. Ça m'a permis à faire attention à la beauté du ciel, qui me semble si banal et pour autant qui est incroyable. Même quand il est bleu et qu'il n'y a pas de nuages, c'est génial d'avoir un ciel bleu. On en revient à la base de cette conversation, c'est n'est-on pas là pour ça, au final? Contempler. Ouais, être. Ouais. Et pourquoi louper le film de sa vie? Louper le train, juste être dans tout ce qu'on devrait pouvoir faire, où on aurait dû, ou repenser à ce que on a mal fait, ou être dans la projection de ce qu'on va faire encore, et finalement on loupe toujours cet instant présent, et un jour on ouvre les yeux, on a 60, on a 70 ans, c'est passé super vite, et merde, quoi. C'est beau, c'est très beau. Bon, écoute, je pense qu'on a fait une bonne introduction au sujet. Je te propose qu'on parle du coup des états de conscience modifiés. Je te disais comment est-ce que moi, je l'ai rapidement évoqué, mais donc moi j'ai eu plein d'expériences avec des drogues différentes qui étaient plus ou moins recommandables. Il y en a une qui m'a plus marqué que les autres, que j'ai trouvé plus intéressante d'un point de vue philosophique et spirituel, c'est les champignons, parce que je trouve que ça exacerbe complètement tous tes sens. Le temps, justement, se ralentit. T'es pleinement conscient, tu vibres avec la musique quand tu l'écoutes, tu ressens le moindre grain dans la voix. Très physique. Très sensoriel, très physique. Il y a un pont entre les sens accentués. Exactement. La vision aussi, le ressenti olfactif, les goûts. Ouais. Tu manges une mangue, c'est une explosion de saveurs dans ta bouche. Tout est décuplé. Tout est décuplé. Et cet enseignement-là perdure après. Parce que je te parlais du ciel. Et ben, le ciel, je faisais attention parfois quand il y avait un magnifique coucher de soleil, mais pas forcément au ciel basique qu'on voyait comme ça tous les jours. Et sous Champy, je pouvais le trouver incroyable, magnifique, et l'admirer pendant des heures. Et ben après, tu vois, ça m'est resté. Et maintenant, quand je vois le ciel, je suis beaucoup plus attentif à tous ces nuages, à toutes ces petites perceptions, etc. L'oxygène qui rentre dans mes poumons, la beauté d'une feuille verte, une simple feuille verte, sans même qu'il y ait une fleur dessus, juste regarder la beauté ces ramifications. Exactement. Les canaux par lesquels la sève. Exactement. Et donc tout ça m'a permis un peu comme m'a permis de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les choses, comme si ça avait ouvert de nouvelles voies neurales dans mon cerveau qui, maintenant qu'elles étaient créées, pouvaient s'activer dans mon état normal quotidien. Ah, je te rejoins complètement sur ce retour d'expérience. À la base, tu m'avais proposé cette discussion aussi pour échanger au sujet des états de conscience modifiés. Alors, c'est un grand, je pense que c'est un très très grand et vaste sujet, et dans lequel il est facile de se perdre parce qu'on entend beaucoup de choses. Je te partage ma vision, et encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose où je dis là je vais dire une vérité. Je considère en tout cas que certaines substances, certaines plantes peuvent, si prises dans les conditions optimales, les intentions les plus vertueuses entre guillemets possibles, vertueuses, donc on n'est pas dans l'ordre du récréatif. Si le cadre et la manière dont on va vivre cette expérience et la substance en soi, je crois que réellement on peut avoir des expansions de conscience, en tout cas ouvrir certaines portes, certains canaux de notre conscience, et réellement laisser quelque part ces portes ouvertes en nous, au sens de
d'une augmentation de notre expérience de vie, d'une augmentation de notre conscience. Et là, je dissocie pleinement les drogues chimiques. Même si moi j'ai très peu pris de drogues chimiques, mais j'ai quand même un peu essayé la coke, les MD, les extas, très très peu, parce que toujours dans cette hygiène de vie quand même de sportif, d'athlète, où je tâchais de prendre vraiment soin de mon corps, mais malgré tout, cette recherche d'expérience m'a amené à vouloir essayer et comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est la drogue, qu'est-ce que ça fait. Donc, il y a eu des prises de drogue chimiques dans des cadres récréatifs. C'était intéressant. Mais le retour n'était pas quelque chose qui me faisait me sentir bien. Et puis, je me suis intéressé dans des recherches personnelles de plus en plus aux médecines, ce qu'on appelle les médecines, notamment utilisées par les chamans, les plantes utilisées en Amérique latine par les chamans, utilisées en Afrique, utilisées même en Sibérie, qu'on a même utilisé beaucoup en Europe, hein, les druides, etc. On a toute une culture ancestrale aussi avec l'utilisation de certaines plantes, certains champignons, voire des fois on peut complètement rentrer en état de conscience modifié sans aucune prise de plantes. Hein. Ça peut être par la musique, par les tambours, comme utilisé beaucoup en Sibérie, en Amazonie. Ça peut être la danse, ça peut être les chants. Dans tous les cas, les états de conscience modifiés, ça mais j'en ai la certitude, peuvent nous amener à nous élever, à nous augmenter. Mais il faut vraiment le faire avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de discernement, avec les bonnes personnes, avec la bonne manière de le faire. Et souvent, c'est pareil, c'est comme la méditation. Il y a une espèce de truc qui s'est construit, une espèce d'amalgame entre état de conscience modifié, drogue, chaman et trucs un peu fashion de je vais faire une retraite spirituelle, je vais prendre l'ayahuasca, je vais faire ça comme ça, je vais être super en paix, je vais transcender mon ego. Et là on tombe dans le matérialisme spirituel, ce qui est le pire en fait, parce que c'est un peu le démon au sens où on croit s'élever, mais on ne fait que tomber dans une nouvelle forme de vouloir amasser. Je veux être plus spirituel, je veux connaître plus de choses, je veux être meilleur. Alors que quelque part, tous ces états de conscience modifiés, si je dois en faire la grande synthèse que j'ai pu vivre, c'est amour. C'est vraiment amour de son prochain, de toute forme de vie, de la vie, humilité, parce qu'il y a ce grand rapprochement avec la nature. Quand tu prends des champignons ou d'autres médecines, il y a vraiment ce rapprochement avec toutes les autres formes de vie qui nous entourent, végétales, les insectes, les animaux, comme même tu dis la merveille d'un nuage, la merveille d'un océan, de la lumière qui est projetée par notre astre solaire et qui perce l'espace pour venir sur notre planète, pénétrer dans notre peau. En fait, on peut plonger à ces moments-là aussi dans une espèce d'expérience infinie de l'interconnexion avec le un, avec le tout, avec l'univers. Il y a amour aussi, ça serait la synthèse du tout, du un, de sentir que l'on n'est qu'un avec toute autre forme de vie. C'est vraiment cette sensation d'unité totale. Ça peut paraître beau, ça peut paraître complètement new age ce que je dis, mais il y a vraiment un moment où, dans ces états de conscience modifiés, on a le concept philosophique de oui, on est qu'amour, très bien. Et un moment dans ces états-là, on va l'expérimenter de manière sensorielle. On va vraiment sentir que on est le fruit, la descendance par exemple de cette évolution d'espèces naturelles qui nous ont amené à être cette forme de vie-là, et que tout ce qui nous entoure, il y a cette espèce d'immense univers, mais qui a une cohérence, qui a cette force, cette volonté d'expansion, et c'est merveilleux parce qu'en fait, je dirais que plus on en sait, au sens où plus on est conscient des choses, plus on est humble, parce que plus on en sait, le moins on en sait. On plonge aussi dans ce mystère infini de l'univers et de toutes les dimensions, les énergies qui nous entourent. Et je crois que c'est aussi une grande expérience d'humilité, les états de conscience modifiés. C'est plonger dans des choses tellement merveilleuses et vertigineuses et qui dépassent l'intellect, d'accepter qu'on ne pourra jamais tout savoir et tout comprendre. Et justement, peut-être plus de le vivre avec cette forme de pureté et de vacuité, au sens « je le saurai jamais ». Par contre, cette merveille, je vais la respecter, je vais la chérir, je vais la célébrer, je vais la contempler, et je vais plonger le plus intensément possible dans cette vie grâce aux compréhensions que j'ai eues en état de conscience modifié, et j'ai pu voir la magnificence de tout ce qui m'entoure, et la complexité, et l'infinité.
Et puis après, il y a plein d'autres choses. On peut plonger dans son enfant intérieur. L'hypnose est un état de conscience modifié qui ne requiert aucune prise de substance. Et on peut dialoguer avec son enfant intérieur et travailler sur des névroses et des traumatismes super profonds. Et c'est très puissant. On peut se guérir. On peut guérir beaucoup de maux MAUX de notre inconscience. Donc, les états de conscience modifiés sont quelque chose, je dirais, de profondément naturel. Mais c'est des grandes portes. Et comme toute porte, il faut être prêt et il faut le faire avec beaucoup de sagesse, encore une fois, d'humilité et les intentions les intentions de peut-être un peu plus comprendre. Mais en aucun cas, c'est des choses, enfin, c'est pas on peut rire en prenant des champignons et il y a rien de plus merveilleux que rire avec ses amis. Mais je dirais que ces choses-là sont de l'ordre d'une recherche de conscience et c'est pas des choses, c'est pas pour jouer, c'est pas récréatif. Je bois tes paroles, je suis tout à fait en phase avec ça. Je pense que vraiment cette sensation de vibrer à l'unisson avec l'univers, c'est la meilleure façon de résumer cette expérience. Et puis cette vision de l'amour qui est forcément complètement et directement liée avec tout ça, parce que si toi tu vibres justement avec l'univers, et ben t'es obligé d'aimer tout ce qu'il compose. C'est presque normal, tu vois. En fait, c'est complètement basique. Voilà, et je dirais que ça nous ramène au basique. À la base. C'est ça qui est fou. C'est qu'on va tellement loin, des fois, dans des visions, dans des sensations, mais qui nous ramènent où? À la base. À la base, c'est une forme, d'ailleurs, moi, je dirais que chaque expérience moi, je l'appelle ça une cérémonie parce que typiquement, quand après, on est vraiment dans un processus de San Pedro ou d'ayahuasca qui sont des médecines chamaniques ancestrales, c'est vraiment dans un cadre de cérémonie. Mais il y a vraiment cette notion de renaissance. Je vais laisser une partie de moi mourir, qui est une partie d'un ensemble de concepts qui forment mon ego, une partie de mon ego. Je vais tâcher de la laisser mourir dans ce moment d'expansion de conscience pour avoir une renaissance, une énième renaissance avec plus de conscience dans cette vie. Il y a un passage. Justement, est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes expériences, peut-être celle que tu préfères, et après, dans une seconde partie, j'aimerais bien que tu me racontes justement un petit peu le protocole. Je sais pas si le mot est bon, plutôt, donc la cérémonie. Comment justement en faire un outil de conscience de soi, d'introspection, et non un outil simplement récréatif pour rire avec des copains. Alors déjà. Pour revenir au fait que ces médecines-là soient des merveilles que la nature nous a données, hein, parce que là, on parle vraiment de plantes ou de champignons qui poussent dans la nature. On n'est pas dans des choses qui ont été synthétisées ou modifiées en laboratoire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est, encore une fois, Mère Nature et ses merveilles. Je pense qu'elle a mis ces substances pour que l'homme puisse aussi avoir des expansions de conscience. Et les animaux aussi. Il y a certaines théories d'ailleurs. Pas des théories, il y a des dauphins que tu vois se défoncer avec des poissons globes. Ouais, là. C'est au-delà je crois que j'ai vu des éléphants ou des girafes, je sais plus, avec certains fruits. Enfin, il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça dans la nature d'animaux qui Certains grands scientifiques ont avancé la théorie que quand nous étions nos ancêtres, en tout cas, un peu plus primitifs, certains ont commencé à consommer des champignons pour se nourrir et ont des activations de synapses, des activations de zones du cerveau qui leur ont permis d'avoir une accélération de leur développement et peut-être utiliser plus aisément des objets, construire un peu plus vite, avoir des rapports sociaux qui sont complexifiés. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, là on parle de champignons psilocybine, il y a d'énormes travaux en ce moment dans les grandes universités, notamment les États-Unis. Oui, ça en microdosage, j'ai vu. Voilà. Il y a clairement des actions fantastiques en microdosing sur le côté antidépresseur naturel. Là, on parle pas de saloperies qui t'endorment et qui ne font que masquer un trouble de l'âme, de l'esprit. Hein. Là, ces substances, elles vont vraiment plonger et nous aider à nous-mêmes à faire le travail sur notre subconscient. Donc voilà ce qu'on considère en fait comme réellement des médecines. En tout cas, pour en revenir à l'idée de cérémonie, une cérémonie n'est pas forcément quelque chose qui s'articule autour d'une prise de substance. On peut très bien faire une cérémonie avec des méditations, des travaux sur la respiration très forts, de l'exposition au froid. Mais en tout cas, c'est de ce cadre-là. Si tu me demandes de t'expliquer, en tout cas de relater, de partager une qui m'aurait
particulièrement marqué, je dirais que c'est la dernière cérémonie de San Pedro à laquelle j'ai pu participer. Le San Pedro, c'est donc un cactus qui pousse notamment en Amérique latine ou aussi en Amérique du Nord. Et voilà, qui contient plusieurs substances actives, dont la mescaline, mais c'est assez complexe sa composition chimique. Dans tous les cas, la manière dont était organisée cette cérémonie, c'était autour d'une grande marche, El Camino. On se retrouvait le matin autour d'une méditation pour se mettre dans un état, voilà, de disponibilité, de concentration, de vacuité. Et puis chacun dans un cercle d'une dizaine de personnes formulait ses intentions par rapport à la cérémonie, ce qu'il voulait travailler, voir, apprendre ou se libérer d'eux. Après, il y a donc c'est sous forme de thé. C'était un matin, par une belle journée très ensoleillée. On boit donc un peu de San Pedro, une forme de thé d'infusion de ce cactus. Et là, on part pour une longue marche. Donc le San Pedro, ça peut se faire sous forme de marche. Donc c'est un état de conscience modifié, mais tu marches. Tu es largement debout en pleine journée, tu es complètement capable d'interagir si tu croises quelqu'un, et là pour le coup on a emprunté un sentier assez escarpé dans la montagne à Ibiza, et donc cette grande marche s'articulait avec différentes étapes, et la chamane, qui est vraiment une femme lumineuse, une guerrière de la lumière, une femme qui a assez âgée mais qui a dédié sa vie aux médecines et à guérir les autres. C'est une femme d'origine péruvienne et qui a eu dans certaines visions jeunes, qui a vu qu'elle devait aller en Europe et notamment sur cette île pour pouvoir diffuser la réelle utilisation des médecines, la manière traditionnelle et la manière au sens où je vais guérir les autres. C'est son chemin de vie et elle le fait merveilleusement. Donc elle organise cette cérémonie était organisée donc au cours de ce chemin par différentes étapes, et la première étape était dans un endroit, à chaque fois c'est des endroits assez forts au niveau de la présence de la nature, avec des vues par exemple sur l'océan ou des grands arbres ou des grottes. Et la première étape, c'était remercier infiniment sa mère, son père et toutes les femmes qui ont vécu avant nous, et tous les hommes qui ont vécu avant nous, et tous nos ancêtres. Et là, forcément, il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, à libérer des choses, sentiment de gratitude, se pardonner soi, pardonner ses parents, leur rendre grâce. Étape assez forte. On repasse un peu déjà par l'acte de renaître. Et puis la marche reprend. La deuxième étape se passe dans une grotte avec un rapport à une déesse au sens archétype qui représente l'esprit de la nature. Et là, c'était se reconnecter à cet esprit de la Madre Tierra, vraiment la terre-mère, la mère nature, et la remercier pour notre corps, la remercier pour toutes les formes de vie qui nous entourent, pour tous les éléments qui nous entourent, pour notre nourriture, pour tout ce qui nous permet d'être et de plonger profondément dans l'amour et la gratitude de la terre-mère, quoi, de la nature. Et puis après, par la suite, les étoiles, les astres, le soleil, la lune. Et puis le chemin reprend. Il y a différentes interactions avec d'autres plantes, par exemple du tabac, tout simplement. À un moment où on fume du tabac, et dans la fumée du tabac, elle peut avoir certaines visions, et elle va te dire ce qu'elle voit pour toi dans la fumée du tabac, et ça fait toujours un écho très juste avec ce que tu es venu chercher lors de cette cérémonie. Et tout au long de cette marche, tout le monde est en silence. On est chacun ensemble, mais chacun est dans son travail, et les informations sont diffusées petit à petit. C'est ça le San Pedro. C'est puissant, mais on reçoit petit à petit les informations quand on cherche pas. Ça vient le long de cette marche. Déjà, la marche, de toute façon, active déjà ça. Mais c'est magnifié, c'est intensifié par le San Pedro. Voilà, on a plusieurs étapes. On reprend un peu de ce thé pour avoir toujours la médecine qui agit en nous. Et puis on avance dans la marche, et il y a une étape assez importante au bord de l'eau. En général, on a marché déjà depuis quelques heures, et là on va
on va remercier tout ce qui est nos ancêtres, nos guides, voilà, tout le monde des esprits, le monde spirituel qui nous entoure. Leur rendre grâce et penser aussi à tous nos défunts, par exemple, des belles pensées pour tous les êtres qu'on a pu côtoyer qui sont partis. Et puis la fin de la marche, on retourne dans le lieu dans lequel on s'était retrouvé le matin pour méditer, la cérémonie du feu. Il faut savoir que au long de la marche, encore une fois, il y a plein d'étapes. Je vais pas m'étendre trop longtemps, mais on ramasse par exemple des petits bouts de bois dans lesquels on pose des intentions que l'on va transmuter via le feu. Donc il y a aussi ce côté de matérialiser cette petite baguette, par exemple, cette peur ou cette colère qui est dans ce petit bâton, je vais la transmuter à la fin dans la cérémonie du feu, parce que le feu, c'est pareil, comme dans toutes les civilisations, c'est cette force, c'est cette puissance où on peut faire des choses se brûler, passer de la matière aux éthers. Et donc, c'est un peu le climax de la cérémonie, sachant qu'on est passé par des endroits de contemplation magnifiques où chacun a reçu des choses. Là, il y a une espèce d'explosion d'état de conscience modifié autour de ce feu avec une méditation très profonde. Et là, on va rentrer de manière hyper intense dans son soi, dans son intériorité, ça peut être un dialogue, encore une fois, avec l'enfant intérieur, avec la nature, avec des personnes que l'on a connues qui viennent nous donner des informations. C'est très personnel, c'est infiniment puissant. Et encore une fois, la synthèse de tout ça, quand la médecine et toutes ces substances actives commencent à être éliminées par l'organisme, la synthèse, c'est amour et unité. Et après, il va falloir quelques jours, je dirais, pour bien intégrer tout ce qu'on a reçu et tâcher de le laisser s'intégrer en nous pour laisser l'être que l'on était derrière et tâcher de renaître plus en conscience et plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et quelle sensation est-ce que tu ressens ? Parce que là, tu as parlé du chemin spirituel, donc tout ce qui accompagne la médecine, comme tu l'appelles. En fait, c'est un chemin spirituel. Qu'est-ce qu'elle te fait ? Mais qui est un chemin physique. Et c'est ça qui est beau dans cette cérémonie. C'est pour ça que c'est celle-là qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as demandé d'en décrire une. C'est que, en fait, c'était une métaphore. Le long de ce chemin, c'était comme une métaphore du chemin de vie. Et les sensations physiques le long du chemin étant intensifiées par la concentration, par le contexte et évidemment par le San Pedro, font qu'on a des couleurs, mais d'une merveille dans le ciel, les arbres, cette mobilité amenée par le vent dans les feuilles, le magnifique son des ailes d'un insecte qui nous passe, qui pourrait nous déranger d'habitude. Là, on se rend compte de cette petit être merveilleux qui vole, il vole. Et c'est ça, il y a un moment où il y a un passage aussi dans l'eau, nu, donc où en tout cas chacun peut, on est complètement la nature, hein, c'est Ibiza, ça reste une île où il y a ce côté liberté. Donc de sentir l'eau sur sa peau, mais c'est une intensité de perception sensorielle extrême, mais avec une émotion, on pourrait en pleurer à chaque instant, tant on réalise à quel point c'est merveilleux de pouvoir être dans un lagon, de pouvoir avoir du sable sous nos pieds, de pouvoir avoir cette brise fraîche qui vient caresser notre visage, on est déjà en extase en fait, mais dans un extase infiniment simple. Et je crois qu'on reconnecte avec une forme d'extase que l'on a dans l'enfance quand un bébé pour la première fois commence à mettre ses pieds dans le sable, à jouer et pourquoi pas aller se tremper dans les premières vagues. C'est merveilleux. Il y a ce côté enfant qui redécouvre aussi. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Du coup, je te disais, j'ai une petite fille, elle a 6 mois, et tu la vois tous les jours découvrir un petit peu plus le monde et être émerveillée par tout. On se blase de ça. C'est ça qui est terrible. Et on perd cette simplicité. Et d'ailleurs, on raccroche encore une fois un petit peu avec les objets, avec l'achat, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, tu vois. Mais on cherche des objets, des sensations exogènes pour nous apporter ce petit shoot de dopamine, parce qu'on s'est tellement déconnecté de la simplicité et de la beauté de notre environnement et du monde qui nous entoure que on n'arrive pas à trouver la dopamine et le plaisir autrement. Et ça c'est hallucinant. Ouais. C'est triste. Ça nous reconnecte à ça. C'est vraiment comme un enfant qui réapprend. Et après, voilà, il y a une multitude de plantes, une multitude de manières de célébrer. Et ça, ce sont des savoirs et des pratiques ancestrales bien avant nos religions monothéistes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes
toutes ces personnes qui vivent encore avec cette transmission de savoir et de culture de leurs ancêtres, d'interaction avec la nature. Sur tous ces, dans toutes ces sociétés, justement, entre guillemets, moins développées, mais à mon sens tellement plus en connexion avec l'essentiel. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. C'est tout à fait ça. Je suis tout à fait en phase avec. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai l'impression que ma vie, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, a été un peu ce chemin initiatique pour découvrir ça. C'est-à-dire que je suis parti de chez mes parents, j'avais pas d'argent, j'ai créé ma première boîte dans l'adulte parce que c'était un milieu où je savais que je pourrais potentiellement gagner de l'argent. J'étais obsédé par l'argent, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que je me disais que ça m'offrirait la liberté de faire ce que je veux. Et puis j'ai toujours eu de grandes ambitions, donc je me disais que je pourrais probablement changer le monde si j'avais les moyens de le faire. Et puis après, bravo. plus j'ai, L'intention est belle. Oui, l'intention est belle. Après, plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus je me suis rendu compte qu'en réalité, je m'étais bercé de construction mentale qui était déconnectée de ce que j'étais au fond de moi, et qu'en réalité, moi, j'adore la simplicité, j'adore le fait d'avoir un chalet dans la montagne. S'il n'y a pas d'eau chaude l'hiver, ou même l'été d'ailleurs, ça me va très bien. J'adore me laver à l'eau froide. J'adore l'inconfort. En fait, c'est de l'inconfort choisi, j'en suis bien conscient. Ouais. Mais j'adore justement me confronter à la minéralité. Minéralité, exactement, c'est ce que je cherchais à dire, des choses à leur côté pur et authentique. D'ailleurs, le podcast, je fais juste une digression, mais le podcast, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que justement, tu peux avoir une discussion qui est beaucoup plus dans l'authenticité, parce que t'es sur un format long, tu te laisses aller, t'es dans la discussion, t'es pas sur une interview qui doit faire une page et du coup qui va forcément être limitée, sur une vidéo que les gens vont regarder pendant une demi-heure et donc qui doit être limitée aussi. Et donc les gens se livrent aussi beaucoup plus parce que tu peux avoir un masque dans une interview, dans un média pendant 10 minutes, mais c'est difficile de le garder pendant 2 heures. Nous sommes dans un état de conscience, en tout cas de présence là. Ouais. Vraiment. On a une ouverture, on ne s'est jamais vu avant, mais on a une ouverture de cœur, on a une présence à l'autre hyper intense, une grande concentration. Et c'est merveilleux le podcast pour ça. Ouais. Je trouve que c'est une superbe occasion d'interagir avec un autre être humain. Vraiment. Ouais, d'avoir un moment vrai, profond et enrichissant pour tous les deux. Et qui permet de grandir pour tous les deux, et même plus loin, parce que tous les gens qui l'écoutent après on le partage, permettent aussi de grandir. Tu vois, il y a un grand podcasteur, grand entre guillemets, mais c'est parce qu'il fait beaucoup d'audience, qui s'appelle Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Okay. Et il dit nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et ensemble on va exploser votre moyenne. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire que en progressant par le fait qu'il rencontre plein de gens, et il va aider ceux qui l'écoutent eux-mêmes à progresser. Et donc, tu as quand même une logique de chaîne comme ça, de cercle vertueux, que je trouve hyper intéressant. Clairement. Oui. D'inspirer. Et encore une fois, en toute humilité, hein, mais je crois que partager ce qu'on a au fond du cœur et qui vibre, qui résonne comme quelque chose de positif pour les autres et pour soi, ne peut résonner que d'une manière inspirante pour ceux qui vont écouter. Et justement, pour terminer quand même sur ces états de conscience modifiés, quand t'es tout seul, ou je veux dire en dehors d'une cérémonie organisée, tu le fais. Est-ce que tu le fais ? Tu le fais comment ? Avec des amis ? Est-ce que tu prévois un thème à l'avance ? Quelle substance ? T'as parlé des psyllium, il y a des trucs magiques aussi, etc. Est-ce que tu te prépares une playlist à l'avance ? Peut-être des dessins, des photos, des endroits dans la nature ? Est-ce que tu as testé plusieurs choses ? Est-ce que tu as bien varié ? Est-ce que tu as un but initial, ou est-ce que tu te laisses porter par l'expérience, la beauté de l'expérience ? Alors, déjà, je tâche de prendre de manière très, très espacée et très peu lorsque, par exemple, ce que je dois prendre le plus régulièrement dans le cadre d'une cérémonie avec des substances, des médecines, qui permettent d'aller dans ces états de conscience, c'est le champignon, donc la psilocybine. Et en général, je le fais avec un ami très proche qui cultive lui-même. Et on a pour habitude, parce qu'on est dans une grande confiance tous les deux, une grande bienveillance, notre protocole, ça va être d'être allongé dans le noir, chacun voilà, dans le noir. Et par contre, on a une playlist avec des musiques qui ont justement une certaine vibration. Il y a beaucoup de musique classique, quelque chose qui ouvre les portes, après, encore une fois, les champignons, il y a ce rapport à la musique, au son très particulier, comme ça peut être merveilleux, j'imagine, dans des festivals. Moi, j'ai jamais fait, mais il y a certains festivals. Il y a ce côté un peu récréatif, mais de l'autre côté,
il y a aussi la musique qui permet de transcender, de toucher certaines choses. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver, hein, parce que danser, c'est merveilleux. Donc, il y a, en tout cas, dans la manière de le pratiquer, moi, je le fais comme ça. J'aime bien dans le noir, allongé. Éventuellement, si je vais sentir que le corps a besoin de bouger, partir dans une danse, dans une impro de mouvement. Et il y a toujours une petite bougie dans la pièce avec une feuille et un stylo. Et il y a souvent des choses qui vont venir à vouloir être posées sur le papier. Et ça va durer en moyenne 4-5 heures. Pas d'intention, maintenant plus d'intention particulière, peut-être plus avant. Et là, c'est plus faire confiance à l'état, à l'instant, aux champignons, parce qu'il a son intelligence propre, et au moment. Et à chaque fois, il en ressort quelque chose sur lequel on peut encore avancer. Ça, moi, j'aime le faire peut-être 6 fois par an, 6-7 fois par an, au feeling, juste quand tu sens que tu as envie, en tout cas, d'aller un peu plus loin. Mais encore une fois, je dis ça et peut-être que dans 2 ans, je prendrai plus aucun champignon et ces états modifiés, je voudrais les atteindre plus avec du jeûne, de la respiration, des très longues marches. Mais en tout cas, l'intention, au fond, c'est toujours une expansion de conscience et d'avancer sur le chemin spirituel. Est-ce que tu accepterais de partager avec moi quelques titres de musique de ta playlist? Je pourrais les mettre par exemple dans l'article lié. Ouais, bien sûr. Je me doute que c'est peut-être un petit peu personnel, donc je peux pas mettre toute la playlist, mais si t'en as quelques-unes à me donner. Partager, hein. Ouais, bah moi je serais content de pouvoir les écouter. Je pourrais t'envoyer tout ça. C'est super. Bien sûr. C'est super. Je les mettrai dans l'article lié. Je trouve intéressant que tu rappelles que ces états de conscience modifiés sont pas limités à l'outil qui est la substance. On a tout en nous aussi. Oui, et qui peuvent être atteints de plein de façons différentes. Ouais. Et voilà, les états de conscience modifiés ne passent pas forcément par une médecine ou une plante. Après, peut-être qu'il faut avoir fait une fois cette expérience-là pour savoir que tu es dans un état de conscience modifié en dehors de ça. En fait, si je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est que malheureusement, j'ai pu observer dans mon entourage proche aussi des gens qui se sont perdus à la base dans une bonne intention, mais qui avaient certainement des grandes fragilités psychologiques et qui ont cru trouver le salut uniquement en prenant par exemple des champignons ou de l'ayahuasca. Et il y a tout un travail personnel à côté hyper profond et à faire, et certainement que cette personne aurait pu se perdre ou était déjà perdue sans ces prises-là. Mais ça reste des choses très très fortes qui peuvent avoir des effets merveilleux, mais il faut le faire avec beaucoup de sagesse, de la bonne manière. Je crois que ça peut apporter énormément à l'humanité au sens large, et c'est ce que les gens il y avait ces pratiques-là déjà bien avant notre civilisation. En revanche, il y a vraiment une manière de le faire, et c'est là où c'est pour ça que je tâche d'être vraiment prudent sur le fait de dire que pour moi c'était quelque chose de merveilleux que j'aime pratiquer, et je vois qu'on le partage tous les deux parce qu'on sait que ça peut apporter beaucoup, mais que c'est pas du tout une finalité en soi, qu'il faut pas forcément en passer par là, et que si on décide de le faire, il faut le faire vraiment dans les meilleures conditions, et qu'à côté de tout ça, il y a un accès aux états de conscience modifiés par plein de domaines, la méditation, les respirations, il y a vraiment moyen de l'hypnose, la sophrologie, il y a des moyens d'aller très 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 loin juste avec notre propre appareil et notre propre système nerveux qui est infiniment puissant en fait par rapport à la manière dont on l'utilise d'habitude. Le corps il est merveilleux, il peut ouvrir des portes de l'ordre du divin. Je vais juste te raconter rapidement une petite anecdote sur l'hypnose. J'ai arrêté de fumer avec l'hypnose. Potentiellement, je pense que j'aurais arrêté sans aussi, mais c'était aussi l'occasion d'essayer. Et c'était assez drôle parce que le praticien, avant l'hypnose, me demandait de lui donner ma fleur préférée, mon odeur préférée, etc. Et du coup, je lui ai dit ma fleur préférée, c'est l'orchidée. Et puis mon odeur préférée, je savais pas trop quoi lui dire. Je lui ai dit c'est l'odeur d'essence de bateau,
parce que ça me rappelle dans mon enfance, une belle période de mon enfance où on était au bord d'un lac et il y avait des bateaux à moteur et tu vois, t'avais cette odeur-là et en fait, c'était lié à tout un inconscient de souvenirs, etc., qui était hyper puissant parce que j'étais encore enfant et je pensais que tout allait bien dans la vie et que tout était merveilleux et c'était une période de plénitude absolue grâce à l'inconscience, mais qui est hyper appréciable. Enfin, soit. Et du coup, après, pendant l'hypnose, il m'emmène dans une belle clairière, etc., remplie d'orchidées, et ça sent l'essence de bateau. Magnifique, bah ouais. Et moi, du coup, j'étais là, et donc tout de suite, je sors parce que je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ça sent l'essence de bateau dans cette belle clairière, etc. Enfin bref, c'était rigolo. Mais ceci étant, je trouve ça très très intéressant l'hypnose. Et je voudrais faire un épisode sur ça, là-dessus pour en discuter plus en détail. Et puis il y a des auteurs fantastiques, il y en a plein. Carlos Castaneda, qui a travaillé beaucoup avec des chamans au Mexique, Peyote. Il y a Aldous Huxley. Les portes, The Doors of Perception. Ouais, mon petit frère l'a acheté d'ailleurs, il doit me le passer. Il y a beaucoup de choses, c'est pas d'hier, mais il y a beaucoup de poètes, d'artistes, de scientifiques. Il y a vraiment maintenant, on a accès à plein d'informations sur les états de conscience modifiés, et je pense que ça mérite vraiment de s'y plonger. Mais d'ailleurs, justement, est-ce que tu aurais des livres à me conseiller qui t'ont particulièrement marqué? Ouais, bah très simplement déjà le pouvoir du moment présent, grand classique, Eckhart Tolle. Après, je te dis ce qui me vient comme ça. L'être à un jeune poète de Rilke sur la solitude. La poésie, il y a des choses complètement transcendantes chez Rimbaud, Le bateau ivre. Après, il y a des auteurs plus contemporains comme Joe Dispenza qui parle du rapport entre la méditation et le fait de pouvoir régénérer son corps et reprogrammer ses schémas limitants. Il y a pas mal d'auteurs qui ont abordé cela, mais Joe Dispenza, je trouve qu'il est aussi puissant dans son propos parce que c'est un médecin et il a fait beaucoup d'études justement au niveau des activités cérébrales. En méditation et de toute l'incidence que ça pouvait avoir sur des rémissions de cancer, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant aussi. Mais j'en ai plein en fait. J'aime vraiment lire. Je pourrais te donner au même moment que les playlists. Mais c'est super ce que tu dis parce que, écoute, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, sinon je l'aurais probablement trouvé. Mais j'ai au fond de moi une intuition depuis déjà quelques mois quant au fait que j'ai un pouvoir conscient sur les systèmes de réparation de mon corps, mon système immunitaire, etc. Et que, en prenant justement le temps d'être en conscience corporelle, de sentir où tu as mal, etc., de demander à ton corps de te guérir, entre guillemets, mais c'est pas tant le fait de lui demander de te guérir, c'est plutôt le fait de ressentir où est-ce qu'il y a quelque chose, où est-ce qu'il doit aller. Et de la même façon, quand t'es malade ou des choses comme ça, la façon de, justement, pas te laisser abattre, pas lui dire oui t'es malade, passe ta journée dans le canapé à rien faire parce que ça va pas et si tu te lèves tu vas te fatiguer, etc. Justement déconstruire ces schémas mentaux là et exactement. Et j'ai vraiment l'impression que t'as un pouvoir sur ton corps. Ça fait longtemps que je l'expérimente sans le savoir et ça fait quelques mois que je le pense parce que par empirisme, par la preuve de ce que moi j'ai ressenti, expérimenté par moi-même. Et ça fait un moment que j'ai envie justement de faire des recherches pour voir s'il y a déjà des gens qui ont fait des études sur le sujet, etc. Et donc, tu me parles d'un livre qui parle de ce sujet-là. Donc ça tombe à pic. Comme quoi, les hasards et les rencontres ne sont pas des hasards. Ne sont pas des hasards. Mais, Et chacun d'entre nous a un très très grand pouvoir spirituel grâce à son esprit. Chaque être humain a cette puissance en soi de l'esprit. J'en suis convaincu. Pour terminer et conclure un petit peu ce podcast, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet qui, à mon avis, recoupe un peu tout ce qu'on a dit, qui est l'épicurisme. Parce que... Grande et belle doctrine. Oui, mais quand on t'écoute, tu vois, on a l'impression que tu es la quintessence de la jouissance de la vie, que tu essaies de magnifier ton expérience sur Terre. Et pour autant... On peut considérer que tu fais attention à ton alimentation, parce que tu as dit et que tu as une rigueur importante, etc., parce que tu es un athlète de haut niveau. Ce qui pourrait être perçu par des personnes extérieures, peut-être qui ont moins réfléchi, mais c'est un autre sujet, comme l'inverse de l'épicurisme. Parce que tu vas peut-être pas
te prendre une cuite tous les soirs. Tu vas peut-être pas manger de pizza parce que tu respectes ton corps et t'as pas envie de le nourrir avec de la merde. Tu vas peut-être pas aller à McDo, etc. Tu vas peut-être pas aller t'asseoir tous les soirs au soleil avec tes potes à boire une bière au coin d'un café. Et pour autant, toi, tu as une autre vision de l'épicurisme, enfin, si je me trompe pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais fini, excuse-moi. Non, mais vas-y, justement, je te tends la perche pour te laisser rebondir et me partager ta pensée. Bah, merci, très belle. Donc, comme tu l'as déjà attrapé, continue. On parlait souvent de l'épicurisme. Elle dit, ouais, je suis un grand épicurien, voilà, je passe, par exemple, d'une femme à l'autre et je bois beaucoup ok, d'accord. Et sans aucun jugement, en fait, j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce qu'était vraiment la doctrine d'Épicure. Et c'est pour ça qu'au début de notre conversation, on a quelques mots, je crois que je te disais que j'étais très intéressé par la philosophie. Donc j'ai étudié un peu Épicure, j'ai voulu comprendre sa doctrine, parce qu'on parle de l'épicurisme comme c'est quelque chose de très présent, mais comme du platonisme, etc. Et en fait, on a vraiment, du cartésianisme. En fait, on n'a que le mot, mais on connaît pas la doctrine derrière. Et pour le coup, je pourrais dire que je suis assez profondément épicurien si on se base sur vraiment ce qu'Épicure prônait comme se rapprocher d'une forme de sagesse, d'une forme d'élévation de soi avec les plaisirs du corps. Mais justement, il y avait vraiment le fait de prendre grandement soin de son corps, le sport était présent, le fait de bien se nourrir était présent, le rapport à la nature, au respect de la nature et aux animaux était ultra présent, et il y a une mauvaise interprétation parfois par exemple des plaisirs de la chair qui sont aussi un moyen de s'élever de manière spirituelle. Quand on fait l'amour avec quelqu'un au sens vraiment faire l'amour, il y a des libérations d'énergie énormes. On en parle dans le Kundalini, dans le tantrisme, qui sont encore des états de conscience modifiés, infiniment puissant. Et Épicure, il avait aussi il y avait vraiment un respect quant à la manière de lier son corps à l'autre. Donc en fait, il y a aussi une mauvaise interprétation du côté épicurien. Et pour le coup, je dirais que j'adhère pas à la doctrine épicurienne, mais dans l'étude que j'en ai faite, finalement, j'ai un chemin assez épicurien pour le coup. Et aussi un détachement, il y a une forme d'ascétisme, de minimalisme aussi dans la doctrine d'Épicure. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, il y a des gens, des amis qui me connaissent, etc. Il y en a certains qui pourraient peut-être être impressionnés ou envieux, et puis d'autres qui faut lire Épicure, qui au contraire se disent que c'est austère, fatigant de faire attention à ce qu'on mange, etc. Alors que moi, personnellement, je le vis pas du tout comme ça. J'ai l'impression à chaque fois que je me fais un plat, que je mange, j'ai l'impression que je fais un cadeau à mon corps, mais à mon esprit aussi. Je les remplis de couleurs, etc. Et moi, je suis heureux, ça me fait du bien, ça me fait du plaisir. Et à l'inverse, quand je mange, ça m'arrivera jamais, mais bon, si je mange un truc industriel dégueulasse, etc. À l'inverse, ça me donne pas de plaisir. J'ai l'impression de me faire du mal, tu vois. Et c'est peut-être très dichotomique, très voilà, mais et voilà. Et donc du coup, il me prête des pensées, une difficulté, une difficulté à faire des choix comme ça, comme si je faisais, tu vois, j'en ai un par exemple qui m'a sorti, ouais, tu fais ça, etc. pour vivre plus vieux, mais de toute façon, regarde, moi je connais un mec à 40 ans, il a eu un cancer alors qu'il mangeait bio et qu'il faisait du sport. Mais c'est pas ça la question. La question, clairement, au fond, c'est que moi... c'est dans l'instant que ça se passe. Oui, j'ai beaucoup plus de bonheur, et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai beaucoup plus de bonheur à me faire du bien qu'à me faire du mal. Et tu sais, c'est comme, je dirais, tous ces sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, c'est vraiment une question de conscience et d'éducation, au sens où je serais quasiment prêt à parier que pour un grand nombre de personnes, si on leur donnait l'occasion d'avoir vraiment une expérience de bien manger pendant un certain moment, de réussir à prendre le temps de méditer, de pousser son corps peut-être dans certains efforts physiques ou dans des grandes marches ou dans des moments d'isolement dans la nature, et de jouir un peu aussi de cette sensation d'avoir un cadre de vie qui permet d'avoir une grosse vibration en soi, parce que clairement on augmente nos énergies internes quand on fait toutes ces choses-là. Et le bien-être qui en ressort, quand t'aimes la vie, en fait, t'adores cette sensation. C'est encore plus agréable que de se prendre une cuite et de bien rigoler et de se retrouver complètement défoncé le lendemain. Et encore, je dirais même que quand t'as un corps sain, tu peux d'autant plus te prendre une bonne cuite parce que tu récupéreras mieux, et il y a encore un équilibre. Ça veut pas dire qu'il faut bannir parfois les excès et ces choses-là, mais
c'est vraiment un équilibre entre tout. Et si tu as un bon fond, bah ça te permet encore plus de temps en temps de lâcher les chiens et de faire un peu des conneries entre guillemets avec son corps, parce que finalement la base est saine. Mais c'est quand tu rentres dans un processus un peu de non-respect du corps, bah on en revient au même principe. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il y a une manière de respecter aussi ce temple. Le corps, c'est le temple de l'âme. On peut pas lui tirer tout le temps sur la corde sans qu'à un moment la branche nous tombe sur la tête, quoi. Oui, et puis en plus on va y habiter a priori pour toute notre vie. Parce que c'est marrant quand t'as 30 ans de dire ça, mais quand au bout d'un moment ton corps il est vraiment usé et que tu payes vraiment le fait de pas l'avoir respecté, on n'en est pas encore là dans nos générations d'âge, mais c'est quand même beaucoup moins drôle, quoi. Oui, bah mon père est mort d'une cirrhose du foie, donc je vois un peu à quoi ça peut ressembler. Et d'un point de vue, t'as dit un truc que je trouve vachement intéressant, c'est par rapport à l'énergie. Justement, tu vois, le fait justement de bien dormir, de faire du sport, de bien manger, etc., de méditer. Enfin, je fais tout un tas de petites choses, de petits hacks comme j'aime les appeler, même s'ils ont une dimension peut-être moins naturelle, mais au final, c'est juste du marketing. Ce qui est important, c'est ce que tu fais au fond. Et ben, j'ai l'impression d'être doté d'une énergie beaucoup plus forte, clairement, et de pouvoir vivre beaucoup plus intensément chaque seconde de ma vie. Et je me souviens, c'est ce que j'expliquais à mon petit frère par rapport aux soirées où je lui disais, on a 7 ans de différence d'âge. Et donc, lui, il avait eu l'image de moi quand j'avais 18, 19, 20 ans, où je faisais beaucoup la fête, beaucoup trop, même jusque peut-être 23, 24 ans, j'ai fait beaucoup trop la fête. C'est bien, c'est génial. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, j'ai tiré sur beaucoup de cordes, pas mal. Et lui, quand il a eu l'âge de la faire avec moi, eh ben, j'avais plus envie de la faire. Et il m'a toujours un peu idolâtré, il a toujours eu envie de partager ça avec moi, en arrivant trop tard après la bataille. C'était une source de frustration pour lui. Et je lui ai expliqué, bon, ça n'empêche que de temps en temps, je faisais quand même la fête avec lui, rassure-toi. Je sais quand même trouver l'équilibre, et voilà. Mais je lui ai expliqué que pour moi, le fait de boire le plus possible, etc., c'était plus un plaisir, c'était plus un aliment avec moi. Et puis surtout, j'avais pas envie le lendemain de perdre ma journée. Elle était trop précieuse. J'ai trop de belles choses à faire dans ma journée pour vouloir la perdre. Surtout quand tu vois, quand c'est parce que tu es en festival, par exemple, tu passes un super moment, t'es transcendé par le moment, etc. Ok, mais parfois, tu vois, c'était juste en rajouter pour en rajouter. T'as plus soif, t'as plus envie de boire plus, t'es déjà complètement éclaté, t'as pas besoin de plus, tu vois, il y a plus rien d'intéressant qui sort, et pour autant t'en rajoutes parce que, je sais pas, t'es grisé par le truc, et voilà, et donc là, c'est à ce moment-là de la soirée où tu fais un château de cartes, tu vois. Mais c'est certainement en passant par là, parce que on a tous fait beaucoup d'erreurs, c'est ce qui nous, même pas d'erreurs, on a tous fait beaucoup d'expériences qui nous ont permis, parfois en nous trompant, d'apprendre. Peut-être que pour l'humain, il y a vraiment ce côté enfantin, je dirais, à se planter, à tomber, parce que c'est vraiment lors de ces moments-là qu'on apprend, quoi. Ah, c'est clair. Quand on a vu que je suis vraiment pas bien en fait quand je me mets dans cet état-là et je gâche la journée du lendemain, mais faut l'avoir expérimenté pour après encore une fois sans dissocier et puis tâcher d'aller vers quelque chose qui nous apporte plus de joie et d'évolution. Et quand tu regardes, on recadre encore une fois avec les enfants. Moi, je l'ai parlé justement de neuroposturologie, de naturopathie, de physiologie, etc. Dans tous les podcasts de Limitless Project, je demande à chaque fois à mon interlocuteur quel conseil il me donnerait pour offrir les meilleures chances dans la vie à ma fille, pour qu'elle soit la personne la plus épanouie possible, la plus heureuse, qu'elle puisse exploiter au mieux son potentiel, en partant du principe que si je peux lui donner dès le début, le meilleur départ possible, et c'est mieux, tu vois. Et donc quelque chose qui est revenu souvent, c'est laisse-la faire des erreurs. Mais clairement. Laisse-lui, si elle sait pas marcher, laisse-la galérer, lui donne pas un trotteur, etc. Il faut qu'elle passe par tous ces réflexes archaïques, etc. pour apprendre à devenir quelqu'un, etc. Et tu vois. Et au final, l'envie de voir ton enfant marcher, le fait de l'aider, etc., ça répond simplement aux besoins du parent, pas du tout de l'enfant. L'enfant, il en a pas besoin. C'est toi qui as envie pour toi, pour ton ego. C'est un des gros problèmes de l'éducation, d'ailleurs. Non, c'est clair. Et en fait, quand tu regardes après, si tu vas un petit peu plus loin, tout au long de la vie, on brime l'erreur. On essaie de faire en sorte de jamais en avoir. Se casser la gueule, on essaie comprendre. Et d'ailleurs, en France,
D'autant plus, bon, après, j'aime pas trop segmenter comme ça par pays, etc., mais je trouve qu'on a clairement pas une mentalité très tournée sur le vertu de l'échec, sur les vertus de l'échec. Tu vois, un investisseur, par exemple, il va plutôt investir dans ta boîte si tu t'en as pas planté une avant, tandis qu'aux États-Unis, si t'en as pas planté une avant, ça sera justement la raison pour laquelle il investira pas, quoi. Donc il y a quand même une différence. Après, je dis pas que les États-Unis c'est mieux, hein. Il y a plein de choses moins bien, etc. On trouve que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'en réalité, on voit toujours qu'une petite partie de la chose, et en plus sous notre prisme de Français vivant en France, donc j'ai bien conscience de tout ça, mais simplement je voulais dire que je pense que justement l'échec, le fait de se tromper, c'est quelque chose d'important, et en même temps, en tant que parent, c'est difficile de laisser quelqu'un que t'aimes faire ses erreurs. Tu vois, je vois avec mon frère, par exemple, je te disais qu'on avait 7 ans de différence, parfois maintenant il est plus vieux, et on discute beaucoup ensemble, et je trouve qu'il est dans une voie génial, qu'il a réfléchi beaucoup plus rapidement, il a avancé beaucoup plus vite sur son chemin de vie, peut-être parce que justement, avec ta transmission, oui, parce que aussi. je suis plus vieux, etc. Mais pendant tout un temps, tu vois, je le voyais faire certaines erreurs, et c'est difficile, tu vois, en tant que quand tu aimes quelqu'un, de le laisser les faire. Et je sais que pour ma fille, ça sera pareil. Je vais avoir du mal à la laisser les faire, mais en même temps, comme tu le dis très bien, elles sont indispensables à l'apprentissage. Pas se juger, on fait tous des erreurs, on a tous nos failles, nos faiblesses, on met de la conscience dedans et on envoie de l'amour à notre enfant intérieur, parce qu'en fait, c'est lui qui tombe tout le temps, qui trébuche. Faut continuer de l'aimer, de le laisser faire ses erreurs. Et donc, ça serait ça le conseil que tu me donnerais pour ma fille ? Ouais, c'est de laisser ton enfant intérieur jouer avec elle, et en fait, ils sont sur la même fréquence, quoi. Il y a certaines choses où, en tant qu'adulte, on se doit de dire non, limite, parce que ça, c'est quelque chose, c'est l'éducation. Mais il y a d'autres choses, c'est l'enfant aventurier et qui s'émerveille du monde qui a raison, en fait. C'est lui qui nous apprend, c'est lui qui nous éduque, et trouver vraiment, tout cet espace pour elle, et peut-être être encore plus, je dis pas que tu l'es pas, mais juste peut-être suivre ce que chacun de nos enfants a à nous apprendre, parce que c'est, sous bien des aspects, c'est des maîtres, en fait. Ils ont une sagesse de leur pureté qui nous ramène à celle qu'on devrait cultiver le long du reste de notre chemin. Très beau. Écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait presque 2 heures qu'on discute, donc ça fait déjà une belle discussion, sauf s'il y avait un sujet peut-être que j'aurais oublié d'aborder et que tu aurais aimé partager. Je pense qu'on pourrait parler comme ça des heures, mais que c'est un beau moment pour clore cette première discussion. Magnifique. Écoute, du coup, ça me donne envie de te donner rendez-vous pour un deuxième épisode dans un an. Avec grand plaisir. Qui sera la suite de celui-ci, et qui en même temps sera l'occasion de voir comment nos chemins. Voilà, comment nos chemins effectivement respectifs ont évolué d'ici là. Moi, tu vois, il y a un truc par rapport au... Souvent, surtout avant, j'avais plutôt une bonne opinion de moi-même. De certaines parties de moi-même en tout cas, et tu vois, je me trouvais bon dans certains domaines, et l'année d'après je me voyais tel que j'étais avant, et je me disais mais c'était rien, ça, t'as tellement évolué depuis. Et depuis peut-être mes 16 ans, quelque chose comme ça, je pense que je me dis ça chaque année, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué sur certaines choses. Et chaque année, l'année d'après, je me dis, mais t'étais encore nulle part, et t'as encore tellement évolué cette année. Et je dis pas ça du tout pour m'encenser et m'envoyer des fleurs. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est plutôt dans le sens que j'espère pouvoir me dire, jusqu'à la fin de mes jours, l'année dernière, j'étais qu'un petit con. J'espère que jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais me dire ça, parce que ça voudra dire que chaque année, j'ai continué à progresser, à évoluer par rapport à moi-même. Voilà. Et comme disait Socrate, au moment où on aura un maximum de sagesse, et bientôt le moment de quitter cette terre, tout ce que j'ai appris, je me suis amélioré, certes, mais je sais que je ne sais pas. Ciao. Effectivement. Ouais. Bon, écoute, merci Steve. Merci à toi, David. Et puis je mettrai du coup les petites ressources que tu me donneras dans l'article lié à cet épisode. Donc ceux que ça intéresse pourront aller les découvrir, notamment les livres et les playlists. Avec joie. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.